Madame, Messieurs, bonsoir. Nous sommes en 2021. Bonne et heureuse année à tous. Et comme vous le savez, plus que par le passé, Equinox Télévision, à travers Regard Social, entend davantage donner du sourire aux personnes vulnérables. C'est un engagement de la Direction Générale d'Equinox Télévision qui sera implémenté par la fantastique équipe de Regard Social qui, au quotidien, reçoit et conseille d'ailleurs les différents cas sociaux qui se présentent donc à nous. Et ce soir, nous allons accompagner un enfant, un tout petit, un bébé. Et comme vous le savez également, il est âgé de 5 mois seulement. Sa famille, qui vit donc sous le seuil de pauvreté, ne sait plus à quel sein se vouer. Regard Social reste à l'heure c'est l'espoir. Et ce soir, cette famille vous tend la main. Et bonsoir à tous. C'est un rendez-vous, comme tous les jeudis soirs, sur Equinox. Bienvenue à tous. Cette famille se trouve sur ce plateau, le bébé notamment sa grand-mère et bien sûr sa maman. Pour savoir davantage ce qui ne va pas et comment est-ce que cette famille vit au quotidien, nous avons avec nous Mokala Soso Emilienne. Bonsoir. Bonsoir, père. Vous parlerez un peu plus fort pour vous faire entendre. Bonsoir, père. Voilà, vous êtes la maman du petit Christ Eboa. Oui, Oui, il est âgé de 5 mois, on l'a dit. Oui. De quoi il souffre? Il a un côté de cet testicule qui est resté dans le ventre. Oui, c'est ce qu'on vous a dit lorsque vous étiez à l'hôpital. Oui, lors de ma grossesse. D'accord. Vous allez davantage nous expliquer tout à l'heure. Le temps d'accueillir également Mouniombon. Voilà. Victorine, bonsoir. Bonsoir, Vous êtes la grand-mère du bébé que vous portez. c'est la grand-mère de bébé. Oui. Et comment est-ce qu'il va? Là où c'est trop, quand vous voyez comment il est en train de m'émuler, c'est toujours là où je vois toujours ma souffrance. Puisque depuis le premier jour, j'ai appris qu'il avait une malformation. Quand il Alors est là, né, il fait quoi? Il parle avec vous ou il pleure? C'est sa façon de pleurer? il joue souvent avec moi comme il parle. Mais là, sa manière de pleurer, c'est comme ça qu'il pleure. Quand il a mal, il a toujours mal, il pleure. Je ne sais pas de quel côté il souffre, mais j'ai toujours l'habitude de le calmer. Je fais. Mais comme je suis là, souvent je ne sais pas. Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous explique ce qu'il a comme douleur à travers cette façon de gémir? Je ne peux pas dire oui ou non, mais je me demande moi-même si vraiment je pouvais un jour le trouver aussi être en paix comme tout le reste, puisque je ne sais pas de quel côté il souffre. Oui. À part comme je sais très bien comment me fait comprendre que la malformation est par cette structure. Oui. Il a un ventre ballonné, Ballonné. vraiment ballonné, et il a des pieds bottes Les pieds également. bottes, Oui. qui étaient plus que ça, mais ça, l'hôpital en clinique, on est en train de redresser comme c'est déjà comme ça. Et c'était... Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez, sa maman a suivi des visites prénatales normalement? Elle a suivi très bien ses visites. Premier écho, elle est partie déposer comme on l'avait envoyé, comme toute femme prénatale. Lors de là, elle est rentrée, elle m'appelle au téléphone, je ne suis pas avec elle. Elle m'appelle, maman, je prends le téléphone sonne, je prends le téléphone. Elle me dit, maman, je viens de venir comme ça à la maison, mais le docteur m'a fait signaler que l'enfant n'est pas normal, l'enfant a une malformation. Je dis malformation, ça veut dire que, elle dit que maman, moi je ne connais pas. Mais on m'a demandé d'aller refaire un autre coup. Et quand elle est repartie, je suis descendue à Douala. J'ai dit que bien oui, elle m'a montré, mais comme je ne sais pas lire les choses, elle est partie refaire l'autre, c'est bien la même chose. Donc, on voulait savoir effectivement si ça prétend à la même chose. Donc, troisième, ça a été la même chose. Donc, elle a suivi très bien. Alors, est-ce que cette position lui va? C'est pas une bonne position pour lui? Souvent, quand il est comme ça, je peux le mettre de ce côté, Oui. jusqu'à ce qu'il se calme. Je ne sais pas comment faire. Je cherche les positions. Comme vous voyez, c'est toujours m'écrit comme ça la nuit. Je ne me repose pas. Non plus sa maman ne peut pas se reposer. Quand il est fatigué, c'est là où il prend son sommeil lui-même. Je suis déjà fatiguée. Alors, vous étiez déjà à l'hôpital et bien avant cela, vous étiez enceinte. Vous dites avoir suivi les visites prénatales. Vous avez fait 3 échographies. Vous avez rencontré un médecin, un gynécologue ou plusieurs? Un. Oui, qui vous a suivi du début jusqu'à la fin? Oui. Oui, qu'est-ce qu'il vous disait?
Est-ce qu'il n'a pas constaté que cet enfant était malade? L'échographie est revenue. Quand j'ai ramené l'échographie, je suis allée lui montrer. Elle a encore écrit que j'aille faire l'autre. Oui. Pour qu'on voie si c'est la même chose. Je suis allée faire. C'est revenu la même chose. Elle ne croyait pas à ça. Qu'est-ce que l'échographie a révélé? Que l'enfant souffrait de quoi? Quand on m'a visité, on m'a dit que l'enfant a malformation. À quel niveau? Il a un problème urinaire, c'est ce qu'on m'avait dit. Il a une infection urinaire ou un problème urinaire? On m'avait dit malformation urinaire. Malformation urinaire. Alors lorsqu'il naît, et vous constatez justement qu'il a une malformation urinaire, c'est-à-dire qu'il a un testicule qui n'est pas en place, sur les deux, quoi. Il y a un qui manque. Un qui manque. Oui. Et qu'est-ce qui fait gonfler son ventre? C'est un là qui est dans le ventre. Celui qui est resté dans le ventre qui fait gonfler le ventre? Oui. Oui, c'est ce que le médecin a dit? Oui. Et pourquoi on ne l'a pas opéré quand il est né? Le médecin que monsieur m'avait dit qu'on devait, dès que j'accouche, on va travailler sur l'enfant. Mais quand j'ai accouché, on a demandé qu'il faut que l'enfant ait 1 an avant de travailler sur lui pour qu'il ait la force pour pousser. Alors ici, on constate justement qu'il n'a pas que ce ventre qui est ballonné. Il a les pieds qui sont également tordus, dans les pieds-bottes aussi. Ça, on n'avait pas vu. On n'avait pas vu ça. L'échographie n'avait pas montré. On n'avait pas vu. C'est lors de mon accouchement qu'on a vu. Il est sorti avec les pieds-bottes. Alors, lorsqu'il naît, donc, vous constatez qu'il a plusieurs maladies et on vous annonce tout ça. Vous vous dites quoi? Quand on vous a dit qu'il est né, mais il est malade. Il n'a pas que cette déformation urinaire, comme vous l'avez évoqué, et qu'il y a d'autres maladies. Ça m'a fait mal, mais je supportais. Je ne connaissais pas comment faire. Et son papa a dit quoi? Lui aussi, quand il a été informé? Il a dit que c'est Dieu seul qui connaît pourquoi il a fait. Alors, c'est votre premier enfant? Oui, Alors, il a besoin de téter, c'est ça? Attention. Voilà. Allez-y, allez-y. Allez-y. D'accord. Ça va, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour chercher à corriger tous ces problèmes que l'enfant a? Parce que, puisque vous êtes allé à l'hôpital, l'enfant est né à l'hôpital normalement, je veux dire, elle a accouché par césarienne ou c'était l'accouchement par césarienne? Je suis arrivée lors de l'accouchement. Quand je suis arrivée à l'hôpital, le jour d'accouchement, on me fait comprendre que ta fille, ta mère ne peut pas accoucher normalement, on va seulement l'opérer par césarienne. Ce que je ne m'attendais pas autant. Je n'étais pas sûre de ça. Bon, mais comme c'est venu, ça a été. Elle a accouché. Lors de l'accouchement, on m'a fait comprendre que l'enfant assise sur ses pieds. On ne voit même pas les pieds. Mais ils ont fait leur travail. Finalement, l'enfant est sorti. Comme il est là. Et quand il est sorti, les pieds n'étaient pas sur le niveau. Ça se montre que les pieds étaient croisés. Ça regardait à l'intérieur. Les pieds étaient croisés, carrément? C'était croisé, oui. Il y a les photos de ça. Il y a les photos. Il y a ma soeur qui a ses photos, tout ça, c'est là. Il y a ça dans le téléphone. Et lorsqu'on vous présente l'enfant, vous vous dites quoi? Quand vous me présente l'enfant malade, avec déjà ce qu'on a constaté lors de l'échographie, vous avez cru que c'était juste ce problème urinaire évoqué par les médecins et révélé par l'échographie, mais après, il a ses pieds croisés.
Moi, je ne sais pas. J'ai seulement dit que bon, je ne pouvais rien faire. Je sais très bien qu'elle a accouché, mais c'est Dieu seul qui donne. Et si c'est Dieu seul qui m'avait donné pour vouloir me faire souffrir autant, ou bien il voulait voir à quel niveau je peux supporter la douleur. Je ne sais comment dire. C'est Dieu seul qui a mon temps, c'est Dieu seul qui conserve tout. Moi, je ne sais pas. Je mets tout en Dieu. Alors, les médecins qui ont exploré l'enfant après tout ce constat ont dit quoi? Qu'il faut combien pour la prise en charge de cet enfant? Ils vous ont dit? J'ai un seul docteur qui suit mon enfant. Depuis que l'enfant a été accouché, qu'on a envoyé l'enfant à ce docteur, c'est la seule. Je n'ai suivi aucun autre docteur, à part la seule. C'est elle qui suit l'enfant depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc, chaque jour qu'elle me parle, elle peut me parler autant. Quand l'enfant tombe malade, j'appelle au téléphone. Elle me dit, est-ce que tu peux arriver à l'hôpital en urgence? Même si c'est à 2 heures, je suis à l'hôpital avec l'enfant. Là où les médecins disent même que non, je peux avoir un accident. Je dis non. Je veux tout juste que je dois voir à quel niveau je peux trouver, je peux avoir la guérison de mon petit-fils. Mais je me lève, je me bats, j'arrive à l'hôpital, on fait tout. Mais me voici aujourd'hui. Je ne sais pas. Elle m'avait fait comprendre que s'il y avait les moyens, avec d'autres docteurs, elle avait même appelé d'autres, qu'il fallait peut-être, je ne sais pas, opérer un côté pour faire sortir quoi, je ne sais pas, et pour traiter. Mais comme je n'ai pas de moyens, ils ont demandé qu'il y a souvent une campagne qui passe et on n'a pas eu la chance. Une campagne qui fait quoi? Qui passe souvent à l'hôpital à Quintini. Elle fait quoi? Quand il y a souvent l'aide pour aider souvent, mais ce n'est pas passé puisqu'il y avait... Oui, il a plusieurs maladies. La campagne, c'est pour les yeux, la bouche, le nez ou le ventre? Peut-être qu'on voit par rapport aussi pour son ventre, ça peut passer. Mais hélas, ils ne sont pas passés. Donc, on attend toujours. Alors, vous êtes rentré à la maison, vivre avec l'enfant, parce que vous n'avez pas de moyens. Je n'ai pas encore. On a fait tout. Le premier jour, jusqu'à aujourd'hui, qu'il a déjà 5 mois, il a tous ses papiers, écho sur écho, les ordonnances sur ordonnances, tout. On a tout fait, mais maintenant, je me trouve même que même la mamie, je ne peux même plus poser au feu. Je ne peux même plus manger. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas encore mis la mamie, sauf le pain en route. Et comment vous faites justement pour vivre avec un bébé, puisque sa maman doit l'allaiter? Elle mange quoi? Du pain seulement? Non, le jour où je vois, je peux donner comme les voisins ou les voisines peuvent m'aider. On peut m'aider à la maison. Même les gens de la maison peuvent dire qu'on me donne. On la donne. Si elle peut manger, elle mange. Moi, je reste comme ça, je bois l'eau. Et le jour qu'on trouve, on mange. Alors, Emilienne, le papa de l'enfant, il ne travaille pas? Il se bat. C'est-à-dire? Tout ce qu'il voit, il fait. Tout ce qu'il voit, il fait? Oui. Ce qu'il ne voit pas, il ne fait pas, on peut dire, quoi. C'est ça. Alors, c'est un débrouillard. C'est un débrouillard. Oui. Il y a des jours où vous êtes menacé parce que l'enfant t'aide beaucoup. Vous n'allez pas manger, mais il faut nourrir l'enfant. Il vous arrive d'avoir des vertiges. Moi-même, je suis malade. Ah, vous êtes malade aussi? Oui. Vous souffrez de quoi? Je tombe. J'ai eu les... Je tombe l'épilepsie. Depuis ma naissance. Ok. Et vous avez un médecin qui vous suit? Oui. Mais depuis ma naissance, le médecin qui me suivait, jusqu'à l'heure, on ne connaît plus s'il vit. Parce que lors de mon accouchement, on avait demandé qu'il faut que j'aille le voir pour qu'on me change les remèdes que je prends. J'ai appelé la maman pour lui dire. Elle m'a dit qu'elle ne sait pas si le médecin la vit encore. Alors, donc vous êtes vous-même malade, vous avez un enfant qui a plusieurs maladies également. C'est davantage dur pour vous alors, pour cette famille, pour votre famille? Donc il y a des jours où vous ne mangez pas, ça c'est sûr. Alors vous êtes venu à Regard Social, c'est pour solliciter de l'aide? Vous demandez de l'aide.
Oui. que toute personne de bonne volonté ait pitié de mon fils. Je leur demande pardon. D'accord. Alors, Victorine, je vous appelle comme ça. Non, pas de souci. D'accord. C'est pour également solliciter de l'aide auprès de ceux qui nous regardent, les âmes de bonne volonté, comme ils en ont d'ailleurs l'habitude depuis plusieurs années. Je vais demander pardon. Tout le monde, toute personne de bonne volonté. On ne vous entend pas. Je suis là pour dire pardon à toute personne de bonne volonté de venir en aide pour mon petit-fils. Je veux qu'on me donne sa vie, qu'on m'aide. Pardon. Pardon. Vous avez appelé la famille éloignée, je veux dire, du village J'ai appelé d'autres que je pouvais appeler. Et ceux dont je n'ai pas encore d'unité pour appeler, je vais les appeler après. Okay. Je vais les appeler après. D'accord. Vous allez garder espoir. Vous savez bien que c'est le seul club qui reçoit tout le monde. Espoir, parce que vous êtes d'ailleurs assise sur cette chaise d'espoir. Une chaise qui change des vies. Et comme vous le savez, regard social, le petit bébé, le bébé Christ Eboa, qui est âgé de 5 mois révolu, qui souffre. Il a plusieurs maladies et vous allez d'ailleurs le constater dans le reportage qui a été réalisé dans l'environnement immédiat de cette famille qui vit donc sur le seuil de pauvreté. Cédric Nding et Danny Warren, eux deux, sont allés vivre également ce quotidien-là et c'est dans ce reportage. Juste après, nous allons accueillir nos experts. Elle sera déportée de l'hôpital de Deido pour la Quintini où elle va mettre au monde son bébé. Mon médecin qui me suivait m'a envoyé encore faire la deuxième échographie. On a toujours vu que c'est la même chose. C'est là qu'on m'a envoyé à Bonamou Sadi d'aller faire parce qu'elle ne croyait pas. Elle se disait que peut-être ça pouvait changer. Elle m'a envoyé à Bonamou Sadi d'aller faire l'autre, troisième échographie. C'est venu toujours la même chose. C'est là qu'elle a eu que bon, pendant l'accouchement, je ne vais plus accoucher à Deido. Elle va m'envoyer à la Quintini pour aller accoucher. Et comme ça, dès que je suis en train d'accoucher sur la table, on va travailler sur l'enfant une fois. Lors de mon accouchement, quand j'ai accouché, c'est là qu'on a dit que non, on ne peut plus travailler sur l'enfant. Et je n'ai pas accouché par voie normale, j'ai accouché par césarienne. Déjà presque 1 million. Sans emploi, le père de bébé Chris n'a que la plomberie qu'il pratique à ses heures perdues pour subvenir aux besoins de sa petite famille. Moi, je suis un débrouillard, donc je suis là comme vous voyez là. Donc, tout ce que je peux faire, si je vois que je peux faire, je le fais. Mais je suis quelqu'un de débrouillard comme ça là, donc j'ai aussi fait de faire dans des trucs comme la plomberie, et puis c'est ce que je fais le plus souvent. Donc quand un client m'appelle, je viens aussi. S'il me donne 5 francs, moi aussi, je n'ai pas aussi à ajouter. J'ajoute aussi pour accompagner la maladie de l'enfant. La grand-mère de bébé Chris, partie de son village Bomonombanjetu, car informée de l'état de santé de son petit-fils, est impuissante face à la situation et en perd même le sommeil. Mais je ne m'attendais pas que c'est ici, c'est comme ça que je devais survivre.
Je suis déjà dépassée. Je viens caler ici en route. Je suis calée en route à cause de mon petit-fils. Quand je vois que ça ne va plus, je ne sais pas ce qui ne va pas. J'appelle le docteur et dis que docteur, bébé Moukala ne me laisse pas dormir. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Elle me demande si je peux arriver en urgence à l'hôpital. Je dis que docteur, je peux arriver. Entre médicaments et hôpitaux, les parents de bébé Chris ainsi que sa grand-mère sont au bout du rouleau et vous tendent la main pour venir en aide à cette âme innocente. C'est mon premier fils. Pardon. Pardon seulement, je vous en supplie. Aidez-moi à sauver mon fils. Je ne sais plus où commencer. Et surtout, que chaque semaine, il faut que l'enfant ait en consultation, il faut dépenser au moins 15 000 francs. C'est-à-dire, y compris avec les médicaments, c'est-à-dire, je suis déjà à bout. Ce que je peux demander, c'est que si vraiment Dieu peut faire en sorte que les hommes de bonne volonté puissent nous venir en aide pour vraiment sauver la vie de mon enfant, de mon fils que vous voyez couché là. Je demande à toute personne de bonne volonté, pardon, de pouvoir mettre les mains dans la poche pour pouvoir me faire sortir dans ces ténèbres brutes. Ouais. Mais on m'a désiré. Mule mama ndenzi omu mundu wa Cameroun mese na ba mye ne komba douala na tela mbato es na ba mundu mese na bioson Cameroun bio buyamba ndenzi abonyangwa bio buyamba ndenzi lo zimbe yamba na mende ya nebe petola date te nebe pompe na nja ndenje nebe penya na ibolo ya bola benya munanyu ebi na mende ya balona na tiki bio buyamba ndenzi lo sumi banya mu mwititi na nene mwititi mona mo solo busa mbate na bapena bwe myenge sepe muna mte baina bwe munyenge nyana ne pa menatika. Et voilà la souffrance de bébé Christ qui est donc dévoilée ici par la mère, la grand-mère et le papa de l'enfant. Vous l'avez d'ailleurs compris et suivi également au cours de ce reportage qui a été réalisé, comme on l'a dit, avec toute une équipe qui allait sur le terrain découvrir le quotidien même de cette famille. Et avec nous sur ce plateau pour davantage comprendre de quoi il est question, nous recevons Dr Moundze Kaptué Béatrice. Bonsoir et bienvenue, docteur. Bonsoir, M. Fabien Dongo. Et je vous souhaite une heureuse année 2021. Merci beaucoup à vous. C'est la toute première édition de l'année. Tout à fait. Vous avez l'insigne honneur d'être parmi les invités. Merci beaucoup. Et voilà. Merci beaucoup. Vous êtes pédiatre, néphrologue et pédiatre kangourou. Tout à fait. C'est-à-dire pédiatre néphrologue, ça veut dire que je m'occupe des maladies rénales de l'enfant. Et pédiatre kangourou, ça dit que je suis coordinatrice du centre d'excellence pour la méthode mère kangourou au Cameroun. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est-à-dire que c'est les enfants qui ont un petit poids de naissance. Oui. Les prématurés, les enfants qui ont un poids inférieur à 2,5 kg. C'est pour ça que je mets les deux. Ok. Les deux casquettes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il paraît qu'il n'est pas facile de vous avoir puisque vous êtes tellement sollicité. Non, quand même, on arrive quand même à m'avoir. D'accord, merci. Merci d'être venu sur ce plateau. Alors, docteur Tanchou Cabral, bonsoir. Bonsoir, bonne année. Merci, bonne année à vous également. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes cardiologue, je vais dire en d'autres termes, spécialiste des maladies du cœur et des vaisseaux. Exactement. C'est ça. C'est ça. Voilà. Vous travaillez pour l'hôpital Sichon et à Padre Pio. Exactement. Et vous avez accepté cette invitation justement quand je vous ai envoyé l'image de l'enfant. Ouais. Exactement, oui. Ici, il faut déjà commencer à commenter cet enfant. Sa présentation physique ressemble à beaucoup d'enfants qui ont des cardiopathies congénitales. Donc, il y a beaucoup de points d'appel qui fait penser à une cardiopathie congénitale qui sont le retard staturopondéral,
je peux dire, cet amaigrissement qu'on voit. En tout cas, juste si on voit juste les images, oui. Donc là, on peut déjà penser à un problème cardiaque, une cardiopathie congénitale. Donc, j'ai cru que l'enfant pouvait être né avec un problème dans le cœur. Voilà, qui puisse expliquer cette condition. D'accord, merci d'avoir accepté également notre invitation. Docteur Moudzi, vous allez peut-être penser que j'ai oublié, mais juste que je voudrais rappeler que vous travaillez pour l'hôpital La Quintini de Douala. Tout à fait. Et merci d'être là également. Alors, docteur Sylvain Tocha Kamle, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu également. Vous êtes gynécologue obstétricien. Il y a d'autres spécialités que vous avez. Oui. La prononciation n'est pas facile. La colpohystéroscopie. Oui, c'est-à-dire c'est une, en fait, c'est une nouvelle technologie. On peut dire comme ça, une autre branche de la médecine qui est née, ça fait même pas 5 ans, 5-10 ans maximum, et qui fait partie de la celluloscopie. C'est une branche de la gynéco, justement, de la gynécologie qui étudie toutes les pathologies liées au col de l'utérus et à la cavité. C'est-à-dire, on peut aller, comme le gastro-entérologue, lui va avec une source de lumière froide et qui passe, n'est-ce pas, à la gorge pour aller dans l'estomac et pour explorer le duodénum et tout ça. Avec la même source de lumière froide, on peut passer, n'est-ce pas, par le vagin pour faufiler le col et aller examiner la cavité utérine et voir ce qui se passe là-dedans. Donc c'est une discipline qui n'est pas encore très vulgarisée. Vous êtes nombreux? Vous n'êtes pas nombreux au Cameroun? Pas trop quand même. Bon, puisque c'est nouveau. Vous avez suivi le reportage de... Oui, un reportage qui nous a tous fait mal parce que nous pensons de prime abord que cet enfant ne souffre pas seulement, peut-être le cardiologue, il dit un peu ce qui concerne la cardiologie. Bon, nous pensons que c'est une polymalformation et au fur et à mesure qu'on va évoluer dans le débat, le pédiatre qui connaît très bien l'enfant va peut-être aller un peu plus au fond. Nous allons apporter peut-être quelques arguments pour expliquer certaines choses. Parce que quand vous voyez déjà les pieds beaux, et avec une ectopie testiculaire, parce qu'il y a un testicule qui n'est pas descendu, l'autre est descendu, l'autre est resté. Donc quand vous voyez ça, avec cet abdomen qui est complètement en fait ballonné, alors donc en allant dans les détails tout à l'heure, on va essayer de voir, de décrypter ce qui peut se cacher derrière tout ça. Mais nous sommes convaincus que c'est une polymalformation. Alors je vous souhaite une heureuse année 2021. Heureuse année Flavien et heureuse année à tous les auditeurs qui nous regardent. D'accord. Et téléspectateurs qui nous regardent. Je sais que vous êtes habitués à la radio. À la radio. Alors également sur ce plateau avec nous, docteur Yemi Racine, bonsoir. Bonsoir Flavien. Vous êtes médecin généraliste. J'aime bien rappeler que vous êtes un ancien patron d'une formation sanitaire. C'est de par votre expérience que vous êtes régulièrement invité sur ce plateau. Vous avez souvent rencontré des cas pareils? Ouais. Beaucoup d'ailleurs. Surtout que j'aime les enfants. Et je fais partie de la Société camerounaise de pédiatrie avec, j'aime bien dire, ma grande sœur, docteur Moudzi. Et c'est vrai que c'est un cas assez pathétique et qui n'est pas seulement un cas de cardiologie ou de pédiatrie, mais là c'est un cas pluridisciplinaire. Voilà. Il y a et le pédiatre, proprement dit, et c'est bien que nous ayons un néphrologue, il y a la cardiologie, il y a la chirurgie et même le rhumatologue, parce que là, on voit les pieds. Il y a plusieurs spécialistes qui doivent intervenir sur cet enfant. D'accord. Alors, je vous souhaite également, comme à tous les autres, heureuse année 2021 et merci d'avoir accepté. Merci également à tous les téléspectateurs et ainsi qu'à tous les panélistes qui sont venus pour la première édition. D'accord. Alors, docteur Moudzi, vous semblez connaître cet enfant
Puisque vous l'avez accueilli Tout à fait, à la dans naissance. votre structure. Tout à fait. Je veux dire, la structure qui vous emploie en même temps. Tout à fait. Et là, de quoi souffre cet enfant véritablement? Alors, je vais commencer par ce qui s'est passé avant la naissance. Au mois de mai 2020, j'ai été contactée par le pédiatre, par le gynécologue de l'hôpital du district de Dedo, parce qu'il m'avait dit qu'il avait trouvé une malformation des vases urinaires à l'échographie obstétricale de Mme Boukala, et qu'elle suspectait des valves urètres postérieures. Donc, moi, je lui ai dit que là, c'est un peu tôt. L'échographie a été faite à 26 semaines, quand j'ai eu la confirmation, comme la maman l'a dit tout à l'heure. J'ai dit que ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que l'enfant naisse à terme. Et quand il va naître, on va directement commencer la prise en charge, demander les bilans et voir ce qu'on pourra faire pour lui. Alors, à l'approche du terme, il faut savoir que la maman a les antécédents. Je crois qu'elle était malade. Elle prend un certain nombre de médicaments, dont le phénobarbital. Je crois qu'elle a dit tout à l'heure. Et pourquoi elle le prend? Elle est traitée comme épilepsie. Voilà. Donc, elle a fait une convulsion lors d'une consultation prénatale. Et je crois que c'est ça qui a justifié son transfert à l'hôpital à Cantigny. Et l'une des causes pour lesquelles elle a transféré aussi, c'est parce que l'enfant s'était présenté par le siège, c'est-à-dire par les pieds. La maman avait perdu les os 12 heures avant, ce qu'on appelle rupture prématurée des membranes, et le liquide amniotique était teinté. Donc tout concourait, c'est ça qui a retardé le travail. Et de Dedo, on l'a transféré directement à l'hôpital à Cantigny et le gynécologue de garde a directement fait la césarienne. Alors quand on a fait la césarienne, l'enfant a été réanimé, bien sûr, il y avait comme il y avait une souffrance anténatale. Et on l'a transféré directement au service de néonatologie à l'hôpital à Cantigny de Douala. Alors l'examen, on a trouvé que la conclusion avait permis de conclure à une souffrance cérébrale avec un syndrome polymalformatif. On connaissait déjà le problème rénal puisqu'il avait été diagnostiqué en anténatal. Il y avait une malformation des membres inférieurs, pieds beaux, il y avait une cryptorchidie et une distanciation abdominale qui était en rapport avec une diastasie des grands droits. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Prune-Belly. Les muscles de grand droit, la maman doit être approchée et malheureusement chez lui, c'est resté distendu. C'est pour ça qu'on voit que son abdomen est distendu. Et l'intervention qu'il faut faire, c'est faire une intervention qui va rapprocher les muscles de grand droit au niveau de la ligne blanche pour qu'il puisse retrouver un abdomen normal. Oh, donc à la naissance, on a privilégié d'abord la pathologie qui était dominante, qui était sa souffrance cérébrale et son infection. Elle a été traitée et au cours de son hospitalisation, on a demandé l'avis quand même du chirurgien pédiatre qui est à l'hôpital à Cantigny et qui a dit que par rapport à son état, il faudrait qu'on va programmer toutes les interventions chirurgicales après l'âge de 1 an. Parce qu'à son âge, il ne pouvait pas supporter toutes ces interventions étant donné qu'il était trop petit. Donc elle a quand même demandé une radio du thorax pour voir si la taille du cœur était normale, c'était normal. On a refait l'échographie qui a confirmé la dilatation des voies urinaires avec des reins qui étaient un peu gros et le WC qui était distendu. Et on a demandé quand même un examen biologique, d'autres examens biologiques dont la créatinine qui est un marqueur de pathologie rénale qui était quand même un peu élevé. Et l'enfant a été mis sur antibiotiques, on l'a traité pendant 9 jours et puis il est sorti. On a assuré le suivi après la sortie postnatale. Et à J21, il a commencé à faire de la fièvre. On a demandé un examen des urines qui a montré un Escherichia coli. Donc on a réhospitalisé l'enfant dans le service. Il a fait 8 jours et après il est ressorti. Donc entre-temps, quand il a eu 1 mois et demi, on a demandé ce qu'on appelle, la créatinine qui était normale. On a fait ce qu'on appelle une rétrocystographie rétrograde, c'est-à-dire une opacification des voies urinaires par le bas. C'est-à-dire qu'on injecte un produit de contraste par rapport à l'urètre de l'enfant. Ça permet de pacifier et la vessie et l'urètre. Et quand on a fait cet examen, ça a mis en évidence une valve au niveau de l'urètre. Et ce qui pourrait expliquer cet obstacle qui explique la dilatation des urétères. C'est-à-dire les urétères, ce sont des espèces de tuyaux qui relient le rein à la vessie. On peut dire terre à terre, hein. Les médecins peuvent comprendre, mais l'homme de la rue ne comprendra pas. On a 2 reins, chacun a 2 reins, avec des urétères, 2 utérus, sont des tuyaux qui relient le rein à la vessie. Or, ces tuyaux étaient dilatés parce qu'il y avait un obstacle en bas. La vessie était dilatée et c'était dû à ces valves. Donc, nous, on a assuré le suivi postnatal, c'est-à-dire qu'on prend peut-être toutes les semaines pour voir comment l'enfant grandissait. On prenait les paramètres anthropométriques comme le poids, la taille, le périmètre crânien. On donnait des conseils sur l'alimentation parce que nous sommes un hôpital, le service de prématuré
de néonatologie hôpital La Cantine insiste beaucoup sur l'allaitement maternel. Nous sommes très allaitement maternel. La preuve, nos enfants, 75 à 80% des enfants sont sur allaitement maternel. Okay. Et étant donné qu'il y avait un retard de croissance, on a associé le lait artificiel à bout de 2 à 3 mois. Actuellement, cet enfant présente un retard neuromoteur. Hein. Il a sa malformation des pieds qu'il faut corriger. Il y a les valvulures postérieures qu'il faut corriger aussi. Et ce syndrome de Prune-Bailey, c'est-à-dire qu'il faut opérer la paroi abdominale pour rapprocher les muscles de grand droit. Et ça, quand même, ça fait 3 interventions qui sont lourdes, qui ne pourront être faites qu'à partir de l'âge de 1 an et qui seront étalées sur le temps. On ne peut pas corriger toutes les malformations en même temps, étant donné que l'enfant est trop petit. Et bien sûr, qui dit intervention chirurgicale dit moyens financiers. Et ces interventions seront programmées à partir de l'âge de 1 an par le chirurgien pédiatre de l'hôpital La Cantini. Donc c'est pour ça que nous sollicitons la générosité des téléspectateurs, des Camerounais, pour qu'ils puissent venir en aide à cette famille pour prendre en charge ce bébé. D'accord. Et lorsque vous avez achevé cet exposé, comment est-ce qu'on appelle ce type d'enfant qui a plusieurs problèmes comme ça? C'est un enfant qui a un syndrome qu'on appelle polymalformatif. Donc il y a plusieurs malformations qu'il faut corriger sur le plan chirurgical. Très bien. L'idéal aurait été qu'on fasse une étude génétique. Dans les pays des Blancs, on fait des études génétiques, mais c'est beaucoup plus scientifique pour la science, mais ça ne rapporte vraiment rien à l'enfant. D'accord. Voilà. Alors, vous avez écouté cette présentation sommaire de cet enfant qui nous rassemble ici ce soir. Il y a bien d'autres enfants dans cet état, mais qui n'ont pas la possibilité ou n'ont pas eu la possibilité de venir à Equinox et qui n'ont pas la possibilité également d'aller à l'hôpital. Vous êtes cardiologue. Alors, docteur Moudzi, après examen, dit que le cœur est normal, mais seulement la façon de respirer de l'enfant prête à confusion. Vous avez dit que ça pouvait être cette... Exactement, exactement. Comment vous avez appelé ça? Une maladie congénitale du cœur. Une maladie congénitale du cœur. Voilà. Le cœur, il est au poumon. Oui. Et aussi, il peut avoir des dyspnées, on appelle ça dyspnée. Quand l'enfant, ou bien une tachypnée. Quand l'enfant respire beaucoup, tachypnée. Oui, ça peut être dû à beaucoup de facteurs. La tachypnée, ça peut être dû à un problème métabolique, ça peut être dû à la fièvre, ça peut être dû à un problème pulmonaire, ça peut être dû à un problème vraiment congénital, une maladie congénitale du cœur. Donc là, particulièrement, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué de le dire actuellement. C'est, je peux dire, un examen physique bien suivi, un bon examen physique qui peut vraiment nous orienter, et puis d'autres explorations qui peuvent nous orienter et savoir pourquoi cet enfant est tachypnique. Oui, s'il n'a pas de fièvre, ou bien si dans le sang, il n'y a pas de problème particulier. Elle a dit déjà, la radio du thorax a été faite, et puis le cœur, il n'y a pas de cardiome, donc le cœur n'est pas gros, il n'y a pas de cardiomégalie. Et j'ai eu à ausculter l'enfant, il n'y a pas de souffle. Pourquoi? Parce que tous les enfants qui ont des cardiopathies congénitales, il y a des points d'appel. La cardiopathie congénitale, disons, ne tombe pas du ciel. Donc, ou bien, quand un enfant se présente, il y a des points d'appel qui peut être une cyanose dont les doigts de l'enfant ou bien les lèvres de l'enfant sont bleues. Le retard statut-pondéral, celui-ci c'est peut-être celui, je peux dire le diagnostic ou bien le paramètre qui peut nous faire penser à un problème congénital du cœur, mais il y a d'autres qui sont prépondérants, auxquels il faut aussi vraiment nous concentrer, sur lesquels il faut nous concentrer. Est-ce que vous est arrivé parfois de recevoir des cas comme ça, des enfants qui sont dans cet état? Des enfants, oui. J'aurais dit cette présentation, je dis encore cette présentation physique, comme vous avez dit, la tachypnée, c'est un des signes d'une insuffisance cardiaque, c'est un des signes, un des points d'appel d'un problème congénital du cœur. Mais ici, particulièrement, dû au fait, ici, on peut me parler, je peux dire, à l'examen physique de l'enfant, il a des râles crépitants, donc ils peuvent penser peut-être à un problème pulmonaire, donc à un problème respiratoire qui peut faire en sorte qu'il respire de cette façon. Donc le problème cardiaque est complètement exclu, mais parce que l'enfant a un problème pulmonaire, il a une tachypnée. D'accord. Donc ça peut être ce qui explique cette façon de respirer chez cet enfant. Docteur Sylvain Tocha,
Docteur Moudi a parlé de ces liquides amniotiques qui étaient teintés. De méconium. Oui, c'est-à-dire? Le méconium, c'est en fait les premiers selles de l'enfant. La couleur est souvent, enfin, généralement c'est verdâtre. C'est un sel, c'est les sels que l'enfant émet, n'est-ce pas, dès la naissance. Alors, ça peut se passer à l'intérieur comme à l'extérieur. Et généralement, l'idéal, c'est que ça se passe à l'extérieur. Alors, quand ça se passe à l'intérieur, c'est un signe de souffrance fœtale. C'est-à-dire que les contractions sont là, les contractions sont bonnes, et l'enfant, en fait, cherche un chemin pour sortir, mais n'arrive pas à sortir. Et lui aussi, quand il fait une expression abdominale, je veux dire, lorsqu'il y a une pression abdominale qui est la résultante du fait que l'enfant veuille, n'est-ce pas, sortir mais n'arrive pas, alors donc il défèque. Alors donc cet enfant, il me semble, je pense que c'est ça, l'enfant était en siège. Et là, ça c'est... Alors quand on dit que l'enfant est en siège? Ça veut dire, normalement, l'enfant doit venir encéphalique. Alors donc la tête doit être une présentation de Brekma, c'est-à-dire la tête doit être en bas, si on peut dire comme ça. C'est-à-dire lorsqu'il sort du ventre de sa mère, c'est par la tête? En principe. C'est ce qui doit se passer. Mais avec lui, c'était le contraire? Avec lui, c'était le contraire. L'enfant venait donc par les pieds. Et l'enfant était assis. Il y a plusieurs présentations. On ne peut pas passer de pas, on n'est pas à l'amphi. On aurait dû définir ce que c'est qu'un siège. Le siège qui peut être décompensé ou alors un siège qui peut être complet. Tout ça, c'est très académique. Non, juste pour dire que l'enfant venait par le siège. Et dans la plupart des cas, nous disons bien dans la plupart des cas, ce n'est pas toujours le cas. Siège, chez une primipare, c'est une césarienne. Dans la plupart des cas. Alors parce que si vous avez une bipariétale qui avoisine les 100, ça veut dire la tête, l'enfant a une tête un peu costaude, alors qui atteint peut-être 100 mm, et puis vous pouvez faire l'accouchement normalement du siège, c'est-à-dire les fesses, des épaules, les bras sortent et la tête dernière vous coince parce que au moment de faire l'accouchement, la tête dernière, vous n'arrivez pas. Et l'enfant meurt entre vos bras. Donc, pour éviter tout ça, généralement la formule est là. C'est-à-dire l'échographie qui nous estime un poids fœtal qui avoisine 3,5 kg. L'enfant qui vient par les pieds, c'est pour ne pas avoir de soucis, on va directement en césarienne. Alors dans le méconium, c'est ça. C'est le premier sel que l'enfant émet. Et c'est un signe de souffrance fœtale. C'est vrai qu'il faut associer cela à d'autres signes tels que la tachycardie pour conclure que l'enfant est très mal dans le ventre, quoi. Alors donc, pour répondre à votre question, c'est ça. C'est-à-dire le liquide amniotique, le docteur a dit qu'il y a eu perte de liquide amniotique, ça veut dire qu'il y a eu rupture prématurée des membranes. Et puis le liquide qui coule devrait être normalement pas teinté. Alors si c'est teinté, ça va en plus dire que l'enfant est en souffrance fœtale. D'accord. Ouais. Alors, elle dit avoir fait 3 échographies avant l'accouchement. Oui. Et tout ce qu'on a pu observer, c'est que l'enfant avait un testicule des deux. Donc un qui était caché, l'autre était visible. Oui. Alors on n'a pas pu également observer ou constater qu'il avait les pieds bottes. Oui, bon, nous ne faisons pas le procès du gynécologue. Une fois ici, lors d'une émission, nous avons parlé de ça. Nous avons parlé, si vous avez souvenance de ce qu'on discutait toujours de problèmes d'échographie, pour dire que rares sont nos appareils qui sont vraiment des appareils qui sont acceptés et acceptables. Ça, il faut le dire, on se débrouille. Bon, et un vrai appareil, n'est-ce pas, qui peut détecter des choses comme ça, c'est un appareil qui est de 3D. Ok, un appareil 3D en couleur. Alors lorsque vous avez cet appareil qui peut vous faire un Doppler, qui peut vous montrer presque tout c'est-à-dire grandeur nature. Ces appareils-là montrent l'enfant grandeur nature. Vous n'avez même pas besoin de faire un effort. Or, la plupart de nos échographes, c'est noir et blanc et puis on se débrouille un peu avec ça. On comprend pourquoi le médecin peut passer à côté d'une malformation. D'un et de deux, qui pratique l'échographie. Parce qu'après la formation de gynécologue obstétricien, vous faites une micro-spécialité qui s'appelle l'échographie. Chez nous, tout le monde fait l'échographie, même l'infirmier fait l'échographie. C'est aberrant et c'est effrayant. Et
le médecin qui va se spécialiser encore, qui va faire l'échographie, il y aura parmi eux ceux qui feront seulement l'échographie et qui vont faire le diagnostic anténatal. C'est l'échographie de 22 semaines. Vous voyez, c'est surprenant, Flavien. Vous arrivez dans un hôpital, on vous montre le bureau d'un gynécologue, obstétricien. Déjà que là-bas, ils vous disent je suis obstétricien, je ne suis pas gynécologue. Déjà, bon, il s'occupe juste de l'obstétrique. En plus de ça, quand vous allez venir même pour les consultations prénatales, il va vous dire que ce n'est pas son travail. En plus de ça, quand vous viendrez même pour un problème d'échographie obstétricale, il va vous dire non, j'ai encore fait une sous-spécialité de l'échographie anténatale de 22 semaines seulement. Et dans sa consultation, vous voyez les femmes qui s'alignent seulement pour l'échographie de 22 semaines. Et c'est pour ça qu'il est très fort, il est très aiguisé, parce qu'il voit des cas, il pose des diagnostics anténatales déjà. On prend des dispositions avant que l'enfant ne vienne. Pour des problèmes de formation, pour des problèmes de matériel, bon, ce n'est pas très... C'est pour ça que je vous ai dit, on ne peut pas condamner le médecin qui n'a pas vu. C'est lié à beaucoup de choses, beaucoup de facteurs. L'appareil qu'on utilise et la formation. Comme je vous ai dit, c'est une sous-spécialité. Ça m'avait surpris de voir un gynécologue qui ne peut pas vous faire autre chose que l'échographie de 22 semaines. Et il est reconnu comme ça. C'est-à-dire que les autres confrères qui consultent ailleurs, lorsqu'ils ont un problème, ils détectent comme le médecin a détecté, on refait à celui-là. Il ne fait que ça. Alors non, il est forcément bon. Il est forcément bon. Donc quand il donne son rapport, tout le monde s'aligne. Alors, et il se pose un problème d'éthique en ce moment-là. Alors donc, on discute avec les parents si c'est incompatible avec la vie ou pas. Dans la plupart des cas, c'est incompatible avec la vie. Les parents comprennent mieux que chez nous. Donc chez nous, il faut vraiment encore le psychologue, etc. Ça devient très compliqué. Alors donc c'est ce qu'on pouvait dire par rapport à l'échographie. D'accord. Voilà. Alors on va revenir, je vais revenir à vous dans un instant, le temps de comprendre un peu ou de suivre, d'écouter également Dr Yemi sur le fait que les femmes, généralement les femmes enceintes qui arrivent à l'hôpital, parfois elles ne sont pas orientées ou alors qu'elles savent simplement qu'il faut aller voir un pédiatre ou un médecin. Quelle est la formule ou alors quel est le chemin à emprunter pour une femme enceinte qui arrive? En fait, moi je pense déjà que la maman de cet enfant a quand même suivi un chemin assez correct par rapport à d'autres que nous rencontrons. Et je tire également un coup de chapeau au gynécologue et bien entendu au docteur Moudzé. Parce que l'enfant n'a que 5 mois. Et déjà, nous savons de quoi souffre plus ou moins cet enfant. Elle est allée voir le gynécologue. C'est ça. Elle est allée voir celui qui s'occupe des femmes enceintes. C'est le gynécologue. Et quand le gynécologue a fait son échographie, il a eu disons, des à peu près. Il a été incertain face à certaines choses qu'il a vues dans son école. Et il a appelé, n'est-ce pas, un spécialiste. Donc il a référé, voilà, pour, comme disait un peu docteur Toucha, chacun a ses limites. Alors quand le gynécologue a vu qu'il y a quelque chose qu'il ne comprenait pas, il a appelé son confrère pour dire que j'ai telle situation, que faire. Et on a donné, docteur a donné son avis. Et ce qui a fait que quand l'enfant est né, la prise en charge n'a pas... Alors, le diagnostic n'a pas été tout à fait difficile à poser. C'est par contre la prise en charge qui est difficile. Donc, le chemin suivi par la maman, ma foi, je pense qu'il a été quasi normal. On ne peut pas en vouloir à la maman. Elle est allée dans un hôpital. Nous connaissons très bien l'hôpital de cycle de Daïdo, qui est tenu par le docteur Kedi, que connaît très bien... Non, le professeur Kedi, il faut que je rectifie. Kedi, hein, que le docteur Mouzé connaît très bien. Et après, cet enfant a été référé à l'hôpital La Quintini, où dans ce service, il y a également une sommité que nous tous nous reconnaissons, qui a été bien suivie. Donc, la maman, elle a suivi un chemin qui est normal. Gynécologue,
pédiatre. L'enfant est né, bon, malheureusement, il est avec tout ce que nous voyons comme complications. Donc maintenant, c'est la prise en charge qu'il faut, quoi. Oui. Donc il n'y a pas grand-chose à reprocher à la maman. Enfin, c'était pas pour reprocher. Non, c'est pour parce savoir que généralement, est-ce que toutes les femmes sont justement informées, savent qu'est-ce qu'elles doivent faire lorsqu'elles arrivent à l'hôpital. Il y a beaucoup qui ne le savent pas. Certaines ne sont pas informées, hein, parce que pas plus tard qu'aujourd'hui, nous sommes le 7, n'est-ce pas? On m'a apporté un enfant dont je suspectais une sténose. Hein, de l'œsophage. L'enfant ne prend que de la bouillie. Quand il prend du pain, il vomit. Alors cet enfant, on l'a accouché où? Ici à Douala, à Bonabéry. Je préfère taire le nom. Parce que c'est pas... Alors quand j'ai fait ma consultation, j'ai dit bon, j'ai également mes limites. Et j'ai appelé un confrère à la garnison. Je lui ai dit, toi, tu es gastro, voici. Qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit, il faut faire tel examen. Il m'a demandé de faire un TOGD, c'est-à-dire tubage. On doit faire passer une sonde quoi, pour voir est-ce que l'œsophage est, c'est-à-dire, quand il dit l'œsophage, quoi, par où passent les aliments. Quoi. Les aliments, oui. Voilà. Est-ce que c'est dans les normes ou pas? Les parents m'ont dit qu'ils n'avaient pas d'argent et que bon, qu'ils vont voir après, ils sont partis. Qu'est-ce que je devais faire? Un véritable problème souvent. Donc, cet enfant, il est né où? Mais ils sont informés, ils savent où est-ce qu'ils doivent aller. Mais bon, la précarité. Docteur Moudzi, vous êtes pédiatre et avec d'autres spécialités. D'abord pédiatre parce que lorsque l'enfant naît, c'est vous qui accueillez les bébés. Tout à fait. Est-ce qu'on ne pouvait pas trouver tout de suite la solution à son problème? Un des problèmes quand même de ce Non, immédiatement non. Parce que comme ça c'est des problèmes chirurgicaux, la prise en charge devait être chirurgicale. Nous on a levé l'urgence. Quand il y avait une souffrance néonatale avec une infection, donc on a préféré privilégier la souffrance cérébrale et l'infection qui pouvait l'emporter. Et c'est maintenant quand on a passé ce cap, quand la liste s'est stabilisée, qu'on a appelé le chirurgien pédiatrique qui a fait l'évaluation des lésions et qui a dit qu'on pourra opérer cet enfant qu'à partir de l'âge de 1 an. Donc il n'y a pas eu de retard dans la décision. Alors l'enfant va rester ainsi durant 7 mois encore? Il faut le suivre parce qu'il faut suivre son alimentation, voir comment il grandit, voir s'il y a des problèmes. Actuellement, il fait une bronchopathie, c'est pour ça qu'il a des râles bronchiques. Ce matin, il a fait la kinésithérapie respiratoire. Il est fébrile, bon, je ne l'ai pas dit, mais bon, il est fébrile depuis la semaine dernière, il y a un problème de moyens. Donc il est sous antibiotiques et on a fait une kinésithérapie respiratoire ce matin. C'est pour ça qu'il respire un peu, qu'il est un peu encombré comme ça. Mais sinon, tout ce qu'on peut faire maintenant sur le plan pédiatrique, c'est le suivi. Apprécier sa croissance latérale parce qu'il ne faut pas qu'elle arrive à 1 an en étant complètement dénutrie. Donc ça sera un peu notre faute. Donc, il faut qu'on se batte pour que cet enfant soit bien nutri pour pouvoir supporter les interventions chirurgicales qu'il doit subir à partir de l'âge de 1 an. Et je vous ai dit qu'il y a 3 interventions qu'il faut. Un pour l'abdomen, un pour les membres inférieurs et un pour les voies urinaires. Ce sont des interventions qui sont quand même assez lourdes pour son âge. Vous vouliez dire quelque chose tout à l'heure? Oui, je vais te dire que bon, je ne sais pas si le docteur vous sera d'accord avec moi. Oui. C'est vrai que dans le contexte, hein, on ne peut pas prendre... Alors, il est pas qu'on ne peut pas, il est difficile de prendre en charge un enfant à cet âge-là parce que on n'est pas sûr qu'il puisse supporter les conditions d'anesthésie. Mais est-ce que, docteur, vous êtes de l'autre côté? Je pense que ça pourrait être possible. De l'autre côté en Europe? Bien entendu. Bien sûr, oui. Ben là, il y a des anesthésistes pour néonatales. Voilà, c'est là où je voulais donc pour dire que... Il n'y en a pas chez nous? Non, on n'a pas d'anesthésie néonatale, non. Voilà. Au Cameroun, il n'y en a pas. On n'a pas de pédiatre anesthésiste, non. Anesthésiste réanimateur, il n'y en a pas. J'en connais en Europe, mais ils ne veulent pas rentrer. C'est donc... Des Camerounais. Des Camerounais, oui, moi, il y en a. C'est donc ce pan que je voulais soulever pour dire que, pas qu'il soit impossible de prendre en charge. Nous avons des chirurgiens pédiatres qui peuvent le faire. Je parle sous le contrôle du docteur Mouzé et du gynécologue, quoi. Nous avons également des réanimateurs, alors des
L'anesthésiste. Anesthésiste en pédiatrie, quoi. Mais, malheureusement, qui ne veut pas revenir. Voilà, c'est ça. On a quand même les anesthésistes adultes, on a des anesthésistes adultes quand même à l'hôpital qui sont bons. Oui, qui ont quand même de l'expérience. Qui ont quand même de l'expérience, qui sont là à l'hôpital à Cantini. Mais quand ils sont trop petits comme ça, c'est difficile. C'est un peu risqué. Mais la maman ou la grand-mère expliquait tout à l'heure que cet enfant passe parfois 2-3 jours sans faire les selles. Ça peut arriver, étant donné qu'il a une distension abdominale, donc le transit peut être un peu plus long. Donc, et surtout qu'il est sur allaitement artificiel, donc tout ça, c'est autant de facteurs qui peuvent ralentir le transit. Est-ce que tout ça ne contribue pas à davantage garder son ventre tel qu'il est volumineux? C'est volumineux parce qu'il n'y a pas le rapprochement synthétique de grand droit. C'est ça, les muscles qui sont au niveau de la ligne blanche. Donc comme ils sont séparés, c'est ça qui fait que le ventre soit distendu. Mais dès qu'on va faire la réflexion de la paroi, eh bien, il n'y aura plus ça. Ça va partir. Il aura un ventre tout à fait normal comme les autres enfants. Donc c'est à cause de ça. Bon, juste, je voulais peut-être en langage plus accessible à la population, oui, c'est des muscles dans la cage, dans le ventre, oui, qui ne sont pas placés là où il faut qu'ils soient placés. Donc ça fait en sorte qu'il y a une séparation et c'est ça qui fait en sorte que le ventre gonfle. Oui, de façon simple aussi, qu'est-ce qui peut causer ça? C'est un problème congénital. Il est né avec ce problème. Oui, oui. Oui. Là-bas, c'est beaucoup de syndromes, beaucoup de pathologies à un enfant. Donc, comme elle a dit, c'est vraiment des études génétiques auraient été vraiment bien là pour comprendre de quel problème il s'agit. Même en cardiopathie congénitale, il y a beaucoup d'enfants qui viennent comme ça, avec des syndromes, comme par exemple la trisomie 21, qui s'accompagne aussi beaucoup de problèmes cardiaques. Oui. Alors, Dr Tocha, il y a quand même qu'on voudrait comprendre un certain nombre de choses. Lorsque la maman est enceinte, on découvre qu'il y a un problème. Peut-être vous me direz qu'ailleurs c'est possible. Chez nous également, il n'est pas possible de pouvoir résoudre un problème tant que dans le ventre de la maman. Je ne comprends pas très bien, Flavien. Je veux dire qu'on avait déjà l'échographie à montrer qu'il y avait un problème. On ne va peut-être pas attendre que l'enfant naisse. Est-ce qu'on ne peut pas déjà trouver la solution? C'est-à-dire, Flavien, vous dites par exemple, je prends le testicule qui n'est pas descendu. Oui. Alors, vous êtes en train de dire qu'avant que l'enfant naisse, qu'on fasse, n'est-ce pas, qu'on fasse une descente testiculaire, ça ne ressemble pas de la sorcellerie un peu. En fait, non, ce n'est pas possible, Flavien. On a un diagnostic anténatal qui permet de prendre des dispositions à la naissance de l'enfant. Alors donc, et cette chirurgie-là, comme le docteur le disait tout à l'heure, c'est beaucoup de spécialistes qui vont se mettre ensemble. Hein. Alors donc, l'urologue aura sa part, c'est-à-dire que il va voir ce problème de malformation de la valve, je ne sais pas comment le docteur appelle ça. Très bien. Il va voir aussi le problème d'ectopie testiculaire. Vous voyez, donc il faut déjà trouver ce testicule. Déjà que, je ne sais pas si le docteur a demandé qu'on fasse un scanner abdominal ou abdominopelvien pour essayer de voir si tout est en place. Et parce que ça peut être même le fait ça peut être même une agénétique. Peut-être que ça n'existe même pas, on ne sait pas trop. Donc un scanner permettra de localiser le testicule qui n'est pas descendu et de pouvoir le prendre et le descendre, n'est-ce pas, et le mettre dans le scrotum. Alors donc, heureusement pour cet enfant, chez d'autres enfants, c'est les deux mêmes qui restent à l'intérieur de l'abdomen. Alors donc, il y a un âge qu'il ne faut pas dépasser. Donc on le fait généralement avant 10-12 ans. Il faut qu'on ramène, n'est-ce pas, le testicule dans le scrotum, parce que Dieu l'a créé pour rester dans le scrotum. Tout simplement parce que la température de l'organisme est une température supérieure que le testicule ne supporte pas. Et bon, pour les enfants qui n'ont pas été opérés, il y a deux problèmes quand ils seront grands. Le premier problème, c'est un problème de, n'est-ce pas, de destruction massive, n'est-ce pas, des cellules germinales en ce qui concerne le testicule, parce que là dans le testicule, lorsqu'il y a une chaleur qui vient, n'est-ce pas, lorsque le testicule est soumis à la chaleur, il y a un problème de spermatogénèse qui se crée. Donc généralement
on se rend compte que ces enfants devenus adultes, n'est-ce pas, ont un problème de fertilité, tout simplement parce que le testicule n'est pas arrivé à l'endroit où il devrait être. Lorsqu'il est dans le scrotum, la température, n'est-ce pas, est moins, parce que Dieu l'a mis là pour être aéré. Lorsqu'il reste dans le ventre, la température est plus élevée et ça gêne la spermatogénèse. Alors donc je vous le dis parce que ça me fascine un peu cette étude que j'ai eu personnellement à faire. Le jour-là, sur ce plateau, il y avait un Ben Skinner, n'est-ce pas, qui était dans la salle. Et lorsque j'ai dit que j'ai fait des recherches par rapport, parce que c'était quand même curieux, que dans une population jeune, on rencontre beaucoup de problèmes de fertilité. C'est-à-dire, le couple se présente en consultation, l'exploration montre que la stérilité est plutôt masculine. Ouais. Vous comprenez? Alors, donc, on fouille, on se rend compte que lorsque vous voyez l'activité de la personne, on était sur le plateau avec un Français, je ne sais pas si vous vous souvenez, et le Français, il a approuvé parce que les études ont été menées chez eux, dans une population de boulangers. On s'est rendu compte que, vous vous souvenez très bien, il a dit que à partir de ces études-là, on a exigé là-bas en France le port des tabliers anti-chaleur à tous les boulangers. Or, chez nous, quand j'ai parlé des Ben Skinner, ils se sont en pris à moi. Bon, c'était pas parce qu'il y avait quelque chose contre eux. Déjà que je me suis rendu compte que la plupart exercent ce métier-là. Et en essayant de réfléchir, vous voyez que quand ils se lèvent le matin à 6 h, ils montent sur sa moto, c'est parti. Alors en saison sèche comme maintenant, ça devient grave. Il y a la chaleur du moteur qui monte, il y a la chaleur du ciel qui monte, les deux se mélangent, ça chauffe le testicule et il ne se repose généralement pas à midi. C'est-à-dire que, et un Ben Skinner m'a poursuivi après l'émission pour me dire qu'il avait 8 enfants en tant que Ben Skinner. Je lui ai dit non, ce n'est pas à vous que je m'adresse, mais c'est une étude qui a montré que c'est comme ça. Pour les encourager de se reposer lorsqu'il est midi, d'aller à la maison, se ventiler avant de continuer le travail. Et quand vous voyez les pantalons qu'ils portent, ce n'est pas un ni deux, c'est parfois 3, 2 et c'est des jeans. Donc quand on leur dit ça, ils pensent que c'est bon. Alors, c'est des de façon simple, vous voulez dire que l'excès de chaleur peut changer la vie d'un testicule, c'est ça? Tue la spermatogénèse, dérange la spermatogénèse. Ça dérange. Le testicule qui reste dans le ventre doit être descendu. Sinon, premier problème, on a dit, c'est ça, problème de fertilité. Deuxième problème, c'est un problème de cancer. Ça a été prouvé que lorsqu'il y a ectopie, lorsqu'on ne descend pas, la cancérisation est là. Ça se transforme, c'est-à-dire le testicule, il y a un problème de cancer testiculaire qui généralement est une complication de ce phénomène-là. C'est un enseignement qui se transforme en conseil. Oui, tout à fait. Voilà, on saisit l'occasion pour essayer de conseiller, mais généralement, ils trouvent que peut-être on se moque, mais ce n'est pas vrai. Pas du tout. Et je vous dis que c'est seulement que chez nous, les études ne sont pas très, très encouragées. Sinon, on fait une publication de ça. Comme ça montre aux gens que, mais attends, il faut faire attention par rapport à ça. Parce que il y a, Flavien, beaucoup de jeunes consultent aujourd'hui pour des problèmes de fertilité. Énormément. Par rapport à il y a peut-être 10 ans, 15 ans en arrière. Vous le dites si bien, vous êtes gynécologue, ça veut dire que vous rencontrez plusieurs cas, de toute façon. Oui. Alors, maintenant, il est question de savoir quelle est la priorité dans la prise en charge des bébés Christ, puisque nous entamons cette autre phase. Question de comprendre comment va se faire la prise en charge dès qu'il aura sa première année. Alors ça, comme ce sera une équipe pluridisciplinaire qui va décider, et ce sera au niveau chirurgical, c'est eux qui vont décider. Est-ce qu'ils vont commencer par l'abdomen, et je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont après s'attaquer au niveau des pieds et après prendre le relais au niveau des valves? Ça dépend des chirurgiens. Mais avant, je voudrais comprendre, tout comme les téléspectateurs, avant cet âge-là, comment est-ce que va vivre cet enfant avec toutes les douleurs, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on observe, on a vu tout à l'heure. Il respire à peine et il doit sûrement souffrir. Dans la bronchopathie qui va passer. C'est une bronchopathie qui va passer, il est sous antibiotiques, donc ça va passer. Généralement, toutes les femmes qu'on a examinées, il n'y avait pas de problème. Donc il faut seulement donner du temps. Et il faut surtout insister sur l'état nutritionnel. Il ne faudrait pas qu'il arrive à 1 an en étant dénutri. C'est surtout ça. Et c'est sur ça qu'on se base là-dessus. Donc il faut qu'on prenne chaque mois, ils viennent à la consultation, on prend les différents paramètres
on essaie de rechercher ce qui ne va pas chez cet enfant. Et jusqu'à aujourd'hui, en dehors d'aujourd'hui, il y a sa bronchopathie. Les autres fois, ça s'est très bien passé. Il faut se mettre patient. Et surtout ne pas donner les médicaments traditionnels, parce que quand on a un problème rénal, ça, le rein n'aime pas les médicaments traditionnels. C'est ce que je voulais ajouter. C'est ça, parce qu'on va peut-être dire non, sur le plan traditionnel, on pouvait donner ceci, cela, non. Le rein n'aime pas les médicaments traditionnels. Ça détruit le rein. Déjà qu'il y a une pathologie sur le rénal en dessous, il faut faire très attention. Il faut surtout suivre sa nutrition, c'est très très important. Pour qu'il arrive à 1 an en étant bien nutri. Là, actuellement, il a presque doublé son âge. Il est né à 3 kg 400, 500. Il a 6 kg 900, ce qui n'est pas mal quand même pour un enfant qui a un syndrome polymalformatif. Donc, nous, on doit seulement se battre pour que cet enfant ait une croissance harmonieuse pour pouvoir affronter les différentes interventions chirurgicales qu'il va suivre quand il aura l'âge d'1 an. Alors, Voilà. puisque vous insistez sur l'alimentation, est-ce que vous avez dit à ses parents ce qu'il doit consommer? Actuellement, de 0 à 6 mois, c'est le lait maternel. Le maternel, exclusif. Ben là, maman, avec le stress et tout, elle a commencé à avoir moins de lait. C'est pour ça qu'on a associé le lait artificiel. On a fait l'allaitement mixte. Mais normalement, nous, les pédiatres, Dr. Émile le sait, et les pédiatres, il est généraliste, mais c'est un pédiatre. Hein. C'est un pédiatre, oui, c'est un pédiatre. Il ne le dit pas. Donc, nous, les médecins, on insiste beaucoup sur l'allaitement maternel. Mais elle, comme la maman n'avait plus beaucoup de lait, nous-mêmes, nous vérifions que la maman n'a pas suffisamment de lait. On a été obligé d'associer l'allaitement artificiel sur cet enfant. Et à partir du mois prochain, on va commencer la diversification alimentaire, c'est-à-dire à donner d'autres aliments autres que le lait. D'accord. Voilà, c'est ça. Alors, docteur Yemi, vos talents de pédiatre. Merci. Il y a quand même un problème. C'est une famille qui manque de moyens. Il y a un régime, il y a un régime alimentaire strict que l'enfant doit respecter pour éviter d'avoir des problèmes au moment où il aura son premier anniversaire et le début de la prise en charge véritable. Aujourd'hui, la mère qui est malade, en même temps qu'il manque des moyens financiers pour une nutrition, d'abord pour la maman, qui doit nourrir l'enfant en même temps à partir de son lait. C'est un problème aussi. Bon, docteur Mouzela, si bien expliqué, le lait maternel est le meilleur aliment qui puisse exister. C'est vrai. Jusqu'à 6 mois exclusivement, mais on peut encore continuer jusqu'à l'âge de 1 an, comme pas 2 ans. Certes, la maman est malade, mais je peux dire que c'est un problème de stress. Quand vous voyez votre enfant malade, vous-même vous devenez doublement malade. C'est ça le problème. Donc déjà jusqu'à l'âge de 6 mois, la maman doit donner le lait maternel exclusivement. Alors à partir de 6 mois, on peut faire un complément alimentaire, on peut ajouter. Mais comme l'a si bien dit Dr Mouzé, il faut éviter les médicaments traditionnels. Il faut également éviter ces bouillies de maïs qui n'ont absolument rien. Je dis toujours, cette bouillie, essayez de voir un enfant qui a été nourri par la bouillie de maïs et un enfant qui prend le lait maternel, c'est le jour et la nuit, comme on dit sur mon quartier. Celui qui a été nourri par la bouillie de maïs, généralement, vous voyez des abdomens ballonnés, ils ont des atrophies musculaires. Donc, il ne faut pas qu'on ait peur. Une bonne alimentation va permettre à ce que cet enfant n'ait pas une infection. Si l'enfant est bien nourri, il n'aura pas une infection. Et ça va permettre à ce que quand il aura 1 an, ce sera plus facile de le prendre en charge pour une chirurgie. Donc, il y a, je ne conseille pas, mais il y a des laits artificiels qu'on dit souvent, lait du 2e âge. À partir de 6 mois, on peut faire un complément, mais toujours privilégier le lait maternel. Il suffit que la maman boive de l'eau, qu'elle prenne la bouillie, qu'elle mange bien et qu'elle ait également, malheureusement il n'y a pas un psychologue, mais qu'elle ait également un soutien moral et psychologique. Écoute, ma fille, ça va aller, tu es arrivée à regard social, il y a quand même des âmes de bonne... Il y a Dr Mouzé qui est là. Qu'on peut voir à tout moment, qui est disponible pour ça. Elle a la technicité, mais elle n'a pas de moyens quelque chose qui n'a pas de prix. Qui n'a pas de prix. Là, voir tout le temps, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas un prix. Vous comprenez un peu? Donc, ce soutien moral, ce soutien psychologique peut également amener à ce moment
à mieux nourrir son enfant. Parce que là où elle est, comme on dit, elle est dépassée. Elle se dit qu'elle a accouché un monstre, l'enfant ne va pas vivre et tout et tout. Ou alors, est-ce qu'elle aura, je ne sais pas, 3-4 millions pour pouvoir faire opérer son enfant? Voilà ce genre de problème qu'elle se pose tous les jours. Encore que le père n'est que débrouillard. C'est ce que je voulais dire. Et voilà que le père, c'est, comme on dit, c'est un tâcheron, un débrouillard. Ce qu'il voit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il ne voit pas, et il ne fait pas. Donc il vit la précarité, il mange aujourd'hui, il n'est pas sûr que demain, il va manger. Donc je me dis, clairement, il n'y a pas de stress. Et généralement, c'est même ce stress-là qui pousse souvent, n'est-ce pas, à la perte des enfants. Mais je dis toujours, je me suis de dire, sans trop heurter, je dis Dieu au contrôle. Quand on a la foi, on arrive. Et moi, j'ai foi que Dr Moudze, Dr Tocha, je pense que quelque chose pourra être fait pour cet enfant-là. Croisons les doigts pour qu'il atteigne 1 an, qu'il soit bien nourri. C'est un problème, Dr Moudze est disponible. Mais encore, ne pas aller prendre les médicaments traditionnels et éviter les bruits qu'on écrase dans les machines ou dans les moulins ou après avoir écrasé le piment, on verse de l'eau, on a mis la tomate, on verse l'eau. Je vous en prie, éviter. Voilà, c'est une bonne dose de conseils également ce soir dans le cadre de la prise en charge. Et je posais la question sur les priorités. C'est vrai que Dr Moudze a essayé de répondre pour dire que ça dépendra du premier anniversaire de l'enfant. Qu'est-ce qui va être pris en charge en premier? Mais vous êtes gynécologue et tout en rappelant quand même qu'il y a une certaine hygiène de vie. La maman qui a un problème, on a évoqué, le père qui ne travaille pas, il faut qu'elle soit bien nourrie pour nourrir l'enfant à partir de son lait. Oui, Fabien, si vous avez écouté, si vous avez regardé le documentaire, il y a un endroit où le papa disait qu'il est à bout de force, il est à bout d'effort, parce que, dit-il, c'est ce qu'il a dit dans le reportage, son épouse est née l'enfant est venu par césarienne, ça a un coût. Et il disait aussi que chaque fois, il faut aller à l'hôpital, il a évalué à 15 000 francs au moins la dépense. Donc il y a un véritable problème là qui se pose et je pense que c'est le cri de cœur de nous tous sur ce plateau pour demander que nous puissions nous mobiliser, n'est-ce pas, pour ces petits enfants, parce qu'il y a 2 étapes. La pédiatre disait tout à l'heure, il faut, n'est-ce pas, que l'enfant se porte bien. S'il ne se porte pas bien, on ne peut même pas l'opérer. Et déjà, il faut le dire que cet enfant a des pathologies, nous le pensons, n'est-ce pas, opérables. C'est-à-dire que dans notre contexte, nous pensons, parce que dans d'autres contextes, par exemple, comme le cas qu'on a eu dernièrement ici, c'était un cas, je crois, d'omphalocèle et puis l'enfant, tout l'intestin qui sortait. Donc ça demandait que ce soit opéré, n'est-ce pas, dans un plateau technique beaucoup plus huppé que ce que nous avons ici. Bon, et cet enfant, Dieu merci, la diastasis des grands droits, comme on l'appelle, on peut faire une plastie, ça peut se faire normalement ici. Même si c'est un problème n'est-ce pas, d'ectopie, ce problème d'ectopie, ça peut se faire. On peut ramener le testicule. Alors donc, et peut-être des autres pathologies qu'on va découvrir en passant. Alors donc c'est un cas qui, on peut dire qu'il faut qu'on garde espoir. On peut garder espoir et savoir que la prise en charge se fera à 2 niveaux. Avant l'intervention, après, pendant l'intervention et après l'intervention. Alors donc, ici, les parents ont besoin de savoir, d'être rassurés que s'il y a des moyens financiers, on peut trouver des solutions à toutes ces pathologies qui secouent l'enfant. Oui, c'est justement pour ça que nous sommes en train de lancer un appel là, pour dire qu'on a besoin d'argent déjà pour que l'enfant soit bien nourri, enfin que l'enfant ne souffre pas de malnutrition au moment où il aura 1 an. Donc ça a un coût. Alors, et que l'enfant qui est suivi par la pédiatre, chaque fois, la pédiatre va, comme elle a dit tout à l'heure, tous les mois, il faut que, n'est-ce pas, on puisse prendre le poids de bébé pour voir s'il grandit normalement et tout ça. Et c'est possible aussi faire un petit bilan. Hein. Voilà, et tout ça. Donc, c'est ça notre cri de cœur, c'est-à-dire qu'on
qu'on s'y mette vraiment pour que cela se passe dans de bonnes conditions. Et heureusement aussi qu'après 1 an, on peut vraiment prendre cet enfant dans notre contexte sans problème. Donc, nous pensons que ça va rassurer un peu la famille. Et bon, comme à l'égard, je suis certain, parce que ce n'est pas la première fois qu'on passe par là, il y aura, comme elles ont demandé, les âmes de bonne volonté qui certainement vont se manifester. Et nous pensons que nous serons aussi là derrière, comme d'habitude, pour soutenir un peu, n'est-ce pas, ce mouvement pour que ça se passe dans de bonnes conditions. D'accord. Alors, j'imagine avec vous, Dr Tanchou, qu'à Sichon et à Padre-Pio, il existe des pédiatres, il existe également des pneumologues qui vont certainement commencer à résoudre le premier problème de l'enfant, qui est celui de la respiration et autres. Vous avez parlé de tout. Bronchopathie. Bronchopathie. Non, à Padre-Pio particulièrement, il y a un pédiatre et nous saluons déjà vraiment avec grand cœur les prouesses de notre collègue ici présente. Et je ne crois pas qu'on peut faire plus qu'elle. Là où, puisque même avant l'émission, on a eu à causer, il se pourrait vraiment qu'il y a eu une nette évolution, une très bonne évolution par rapport à la naissance de l'enfant. Donc, l'équipe qui gagne, elle gagne. Hein. On continue avec l'équipe qui gagne. Oui, il faut continuer avec l'équipe qui gagne. Donc, comme elle a dit, on était en train de parler de son intervention. Oui, c'est quand... Donc, à vous entendre, j'ai dit quand je parle... Dr Moudze qui va piloter la prise en charge de cet enfant. En principe, c'est clair. On ne changerait pas l'équipe qui gagne. Oui, et non pas seulement ça, elle ne peut pas arriver à ce niveau et puis on envoie l'enfant ailleurs. Elle maîtrise depuis la naissance. Non, mais là, jusqu'à 5 mois. Ouais, voilà. C'est même très injuste. Elle va seulement continuer. Oui, on va s'assurer que l'enfant est fit, comme on le disait, pour l'opération, pour les opérations. Et c'est pour ça qu'on parlait des rendez-vous pour le suivi. La maman, elle a aussi dit dans le reportage, quand c'est possible ou bien quand il y a un problème, elle appelle le médecin. Voilà. Donc, il n'y a rien à changer, rien. Donc, c'est ce qui devrait donc être, c'est-à-dire qu'elle maîtrise les problèmes de l'enfant, elle veut simplement se faire accompagner par ceux qui vont apporter des moyens financiers, ceux qui vont également apporter d'autres expertises, puisqu'elle n'est pas en même temps gynécologue et autres. Donc, elle a sa spécialité qui lui permet aujourd'hui de prendre en charge cet enfant. Et elle peut avoir envie de faire un bilan. Voilà. Bon. Là, on est bloqué. Et qu'elle soit bloquée. Un enfant comme ça, il faut, n'est-ce pas, il faut faire une radio pulmonaire. Une radio pulmonaire, vérifier si le taux du sang est normal, faire une numération, faire une CRP. Bon. L'uricréa. Uricréa, puisque déjà voilà. Voilà. Et peut-être aussi, pourquoi ne pas refaire, Dr Toucha, des échographies. Et surtout, tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose. Essayez à un moment de faire un scanner. Ça a été demandé, mais... Voilà. Dans l'objet d'adapter. Parce qu'il faut aussi l'aider. Hein. À un moment, elle va se turlupiner le cerveau. Mais il y a quand même des éléments, n'est-ce pas, qui peuvent l'aider à avoir une bonne appréciation. Parce que même cette ectopie testiculaire, parfois il y a des miracles de Toucha. Oui, il y a des descentes spontanées qui voilà. Ça se fait. Ça se fait. On exclut pas. J'en ai vu. Ouais. À un moment, ça sent tout seul. C'est pour ça qu'on n'est pas souvent trop pressé. Voilà, on n'est pas souvent trop pressé. Voilà. Alors, il a dit avant, pas 10 ans, 11 ans. Voilà, 10-12 ans, c'est vraiment la limite là-bas. Voilà. Donc, on a tout le temps d'observer. Oui. Docteur Moudze, vous avez beaucoup parlé des reins tout à l'heure chez cet enfant. Oui. Je voudrais peut-être pas penser ce que j'ai souvent entendu. Est-ce qu'il s'agit de la maladie rénale? Bon, là, il faut que je refasse. Si je refais l'échographie, ben là, j'ai fait l'échographie, ça fait quand même 3 ou 4 mois. Si je refais l'échographie, est-ce qu'il y a toujours dilatation des voies urinaires? On va parler de ce qu'on appelle la maladie rénale chronique. La maladie rénale chronique, ce sont des anomalies qui peuvent être biologiques, morphologiques, c'est-à-dire qu'à l'échographie. Histologique, c'est-à-dire que dans des prélèvements en apate qui durent pendant plus de 3 mois. Quand ça met plus de 3 mois, pas de maladie rénale chronique. Et ce sont des enfants qu'il faut suivre jusqu'à l'âge de 18 ans, donc pédiatrice de 18 ans. Et après, il faudra que je passe la main au néphrologue adulte. Voilà, pour la pathologie qu'il a, pathologie des voies urinaires qu'il a. Nous ne souhaitons pas ça, mais si c'est le cas, c'est lourd davantage.
Lou, moi actuellement j'en suis 13. Depuis bientôt 8 ans. Ils vont bien. Hein. Il y a certains qui sont entrés dans l'insuffisance rénale chronique, c'est vrai, mais les autres vont très bien, vous ne pouvez pas savoir. On fait l'échographie une fois par an juste pour voir la taille des reins, on fait les récréates, on fait la balette urinaire, la numération, et puis dès que l'enfant va bien, on pense à la tension artérielle aussi, parce qu'on pense aussi à la tension artérielle chez les enfants, surtout à partir de quand ils ont des problèmes rénaux. Et quand ils vont bien, on les renvoie une fois par an. Hein. D'accord. Alors, on retient tous sur ce plateau qu'il faut simplement garder espoir et qu'il y a une possibilité de trouver la solution ou les solutions à ces pathologies qui traumatisent l'enfant. Tout à fait. D'accord. Il faut que tout cela soit accompagné des moyens financiers. Bien entendu, c'est le nerf de la guerre. D'accord. Alors, je voudrais dire merci à Dr Tocha d'être venu. Sylvain Tocha Kamle, vous êtes gynécologue obstétricien. Merci. D'avoir apporté votre... Le constat que je fais, c'est que chaque fois que vous êtes sur ce plateau, vous avez quand même des conseils à donner aux mamans et aux femmes enceintes. Oui, des conseils. Et nous pensons que le cas présent nous donne encore l'occasion de féliciter cette maman. Oui. Oui, on donne l'occasion de féliciter cette maman parce que elle a compté combien d'échographies? Au moins 3. Hein? 3 échographies, c'est ça? Alors donc, la petite histoire, c'est que normalement, dans le suivi d'une grossesse, les échographies, il y a une échographie, par exemple, qu'on ne compte pas. Ça, c'est une échographie diagnostique. Quand la femme tombe enceinte, quand elle perd ses règles, il faut diagnostiquer la grossesse. Ça fait une échographie. Une. Parce que ce ne sont pas toutes les grossesses qui soient intra-utérines. Ce ne sont pas toutes les grossesses qui soient intra-utérines. Il y a les grossesses extra-utérines. Bien que toutes les grossesses sont d'abord extra-utérines. Bon, c'est pour dire, on ne va pas faire encore le cours, mais simplement pour dire que, premièrement, ça c'est le diagnostic. Deuxièmement, il y a une première échographie conventionnelle, c'est 12 semaines. Là, ça permet de mesurer la clarté nucale. Quand vous avez la clarté nucale qui est un peu élevée, vous commencez peut-être, si les parents ont un peu de moyens, on fait déjà ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les alpha-fétoprotéines pour rechercher est-ce qu'il n'y a pas une trisomie 21 quelque part. Troisième échographie, après 12, c'est 22. C'est une échographie pilier. Ça, c'est l'échographie qui est importante et c'est à cette échographie-là qu'on a découvert que l'enfant avait une malformation à l'échographie de 22 semaines. Et vous voyez que cette échographie, elle a fait à 3 endroits. Ça prouve que c'est une maman qui... c'est une famille, ce papa, il se débrouille et vraiment, il se débrouille bien. Alors ensuite, il y a l'échographie après 22, il y a l'échographie de 32 semaines qui nous donne déjà le pronostic d'accouchement. C'est-à-dire, c'est à 32 semaines qu'on vérifie les présentations, etc., etc. Et il y a une dernière échographie, vous voyez, ça fait 5. Il y a une dernière échographie qui doit se faire 39-40, toujours dans le diagnostic, dans le pronostic d'accouchement. Vous voyez, ça fait 5 échographies. Il y a un papa qui a dit à sa femme un jour, écoute, tu as déjà fait 2 échographies, il n'appelle pas ça échographie, tu as déjà fait 2 photos avec ton docteur, alors vraiment, je n'ai pas l'argent pour te donner que tu continues à faire des photos. Bon, quand elle est venue me dire ça, j'ai éclaté de rire, j'ai dit mais c'est pas possible. Comment est-ce que je fais la photo avec la femme d'autrui? Non, ce sont des échographies bon sang. Et à chaque échographie, il y a quelque chose qu'on cherche. Et j'ai été obligé de continuer les échographies chez cette femme gratuitement. D'accord. Gratuitement. Et Flavien, pour chuter s'il vous plaît, alors, il y avait quelque chose de très important à dire, c'est que le diagnostic anténatal, on insiste là-dessus. C'est quelque chose qu'on néglige beaucoup dans notre contexte. C'est un genre d'échographie qu'on néglige beaucoup. Et pourtant, si on mettait l'accent là-dessus comme les autres, on découvrirait, on détecterait, n'est-ce pas, des pathologies lorsque, vous voyez, la dernière fois, il y a je crois 6 mois, nous avons suspecté à l'échographie une anencéphalie. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'avait pas de voûte crânienne, n'a pas des hémisphères cérébraux. Donc au moment où vous regardez la tête, vous voyez seulement 2 gros yeux comme ça, un peu comme la grenouille. Alors, j'ai fait référence au radiologue
Donc j'ai envoyé l'enfant chez le radiologue, la dame chez le radiologue. Il a fait avec un autre appareil et il a confirmé le diagnostic. Et quand le diagnostic a été confirmé, on a réuni les parents, on a parlé ensemble. Parce que ça, c'est une malformation incompatible avec la vie. Alors, les parents ont dit, nous ne voulons pas de ça. On a fait une ITG, interruption thérapeutique de grossesse, et puis on s'est arrêté là. Et d'autres qui disent, non, on va aller jusqu'au bout. Quand l'enfant sort, c'est eux les premiers à fuir. Ils ne peuvent pas regarder cet enfant parce que, d'ailleurs, que dans quelques minutes, l'enfant va disparaître, va mourir, parce qu'il n'a pas de cerveau. Alors, donc, c'est un conseil donc, pour dire, s'il vous plaît, les patientes, les femmes qui nous regardent, celles qui sont enceintes, il faut vraiment obéir aux conseils, n'est-ce pas, du gynécologue. Voilà. Et aux hommes aussi, parce que vous avez parlé aux hommes aussi, à sa femme, aux hommes aussi, s'il vous plaît, donnez de l'argent pour que vos femmes puissent faire, n'est-ce pas, les bilans qu'on demande. C'est très important. D'accord. Merci à vous, docteur Sylvain Tocha Kamle. Vous êtes gynécologue obstétricien. Bon, je vous fais grâce de l'autre spécialité. Voilà, merci. Oui. Merci à vous, docteur Yemi, également d'être venu. Gynécologue, j'allais dire médecin généraliste, mais avec à compétence pédiatrique. Voilà. On l'a entendu, hein, c'est le docteur. Je vais quand même tirer un coup de chapeau également au papa, hein, qui a su soutenir son épouse, parce que nous savons que face à de telles situations, généralement, ils prennent la peau d'escampé. Donc bravo. En accusant même la dame. Voilà, qu'elle allait prendre ailleurs, ou alors l'oncle du village, ou quoi. Donc un coup de chapeau au papa et beaucoup de courage. Merci à vous. Merci également à vous, docteur Tantou, qui est venu, docteur Tantou Cabral est cardiologue. Oui, merci également d'être venu sur ce plateau. Merci. Et vous prenez déjà l'habitude. Ah oui. Merci. Si on peut aider les Camerounais de cette façon, vraiment, c'est la bienvenue. D'accord. Alors, la coordonnatrice de la prise en charge du petit Christ, merci. Merci de rien. Infiniment merci. Donc, je voulais aborder vraiment beaucoup de diagnostics anténatal. J'avoue que quand ce gynécologue m'a appelé, j'étais très contente. J'étais très contente parce que sur 16 cas d'enfants qui avaient des valves urètres postérieures, il y avait 2 diagnostics qui avaient été faits en anténatal. Et les 14 ont été diagnostiqués quand les enfants ont commencé à faire des infections urinaires à répétition. Donc, quand les enfants présentaient des puries, c'est une purie, c'est quand l'enfant a les urines comme du pu. Et ça, vraiment, j'étais vraiment très, très contente de cette gynécologue. Et vraiment, si elle m'entend, je lui dis vraiment merci beaucoup. Et si tous les autres gynécologues pouvaient aussi faire ça, c'est-à-dire que quand ils ont des enfants qui ont des malformations rénales, qu'ils les refaire tôt. Il faut qu'on commence vite la prise en charge. Il ne faut pas que les enfants, quand c'est trop tard. Les enfants, comme on voit à 3 ans, ils sont déjà en insuffisance rénale. Et c'est un peu difficile après de faire la prise en charge, étant donné qu'on n'a même pas tous les médicaments sur place. D'accord. Voilà. Merci à vous, chers messieurs et madame, d'être venus. Je voudrais vous inviter à marquer une pause, à suivre également un reportage qui a été déjà présenté sur ces antennes. C'est un cas social également, un enfant qui avoisine les 5 ans aujourd'hui, mais il est resté toujours intact parce qu'il souffre. Il est né malade et il garde donc cette posture, mais seulement la prise en charge a été donc engagée avec des techniques utilisées, mais juste qu'on voudrait rappeler qu'il a davantage besoin de moyens financiers pour cette prise en charge. C'est bébé Bonaventure que je vous invite à suivre dans ce reportage. Je prie aux hommes de bonne foi, de bonne volonté, de les aider. C'est avec les retombées de la vente du maïs et des arachides que cette petite famille se nourrit. Les pères fois seulement, il part faire un peu le job au sentier comme ça là, il vient. Moi-même, avec la maladie, tout, je fais un peu les arachides. Je ne peux pas vendre ça. L'enfant qu'elle traîne au quotidien et partout souffre d'une pathologie dont elle ignore le nom. Sa conception et beaucoup plus sa naissance n'ont pas respecté les critères connus. Quand j'étais enceinte, je suis allée à l'hôpital. Mais c'est comme les hôpitaux de village, il n'y avait pas les médecins.
C'est les gens de l'hôpital que tu viens seulement, on regarde seulement le ventre, comment le bébé bouge. Quelque temps là, mon ventre a commencé seulement à descendre en bas. Le temps que j'étais enceinte, c'était en bas. Je marchais seulement comme ça, à 8 mois. Un jour comme ça, je suis à la maison. Je vois seulement l'eau descend seulement en bas de moi. Jusqu'à que je suis allée donc à l'hôpital, surtout toujours dans les petits hôpitaux du village là. Les médecins qui est dans l'hôpital là, qui vient me regarder. Il est venu le matin. Il a dit que non, c'est la maladie, que l'enfant là n'était pas encore en termes de nerfs. On me prescrit les remèdes, je bois d'abord. Que l'enfant va encore faire 1 mois dans le ventre avant de naître. Je suis restée à l'hôpital. Un soir comme ça, l'enfant sort seulement seul comme ça. L'infirmière qui est à l'hôpital, elle vient, elle dit que non, le chef là ne connaît pas que l'enfant est bien né. Que je rentre à la maison avec lui. Je suis donc venue à la maison. 1 mois, l'enfant a commencé seulement à pleurer fort. Je rentre avec lui. On me donne seulement que c'est son ventre, que je ne peux pas lui puiser, c'est seulement comme ça. Cet enfant, né dans des conditions difficiles, est l'homonyme de son père. Mieux, son héritier. Ça, c'est mon garçon. Parmi mes enfants, c'est mon garçon. Dans la vie, il faut un enfant parce que quand tu as un garçon, même chez nous au village, c'est lui qui t'enterre. Parce que c'est lui qui va rester demain pour que les filles qui sont allées en mariage reviennent te trouver ton tombeau. C'est ton garçon. Vraiment, je suis en problème comme ça. Je n'arrive pas à expliquer ça. C'est que je me suis même suicidé depuis avec les problèmes qui m'ont arrivé cette année. Mais j'ai toujours le cœur. Au regard de l'état de santé de l'enfant, la famille de Philippe Dassidi, 34 ans, qui n'a jamais apprécié son fils, a souhaité que Philippe se sépare de celui-ci. Car pour elle, c'est un enfant serpent. Une équation pas facile pour lui. Donc l'enfant qui est avec moi, si personne n'a jamais touché dans ma famille un jour, c'est moi et ma femme qui s'occupe de lui. Donc quand il est là, c'est avec moi et sa mère. On a dit que l'enfant que j'ai, c'est un sorcier ou c'est un serpent. Il faut lui mettre devant l'eau où il va partir. Et tu as dit quoi? J'ai dit que j'avais pris une décision que bon, moi je ne connaissais pas comme c'est la famille, on décidé. J'ai dit que je voulais tenter à faire ça. C'est au moment de... Je voulais tenter même d'aller avec l'enfant de jeter, mais sa mère a commencé à pleurer toute la nuit, tous les jours. Quand je lui ai informé de ça, j'ai dit que ça va, je ne peux plus faire ça. Les jours que Dieu lui vient à lui prendre, il va aussi lui prendre. Les jours que Dieu ne lui prend pas, il est avec nous, on va être avec lui. Et ils m'ont encore poussé à accuser encore sa petite sœur parce que pourquoi? On a dit que si l'enfant est l'enfant servant, on n'accuse pas derrière lui. Voilà qu'on m'a mis encore dans la difficulté avec encore un bébé qui pleure encore ici. Donc je suis comme ça dans la difficulté. J'ai fait encore l'autre l'enfant qui est derrière, dans le sens que si peut-être que Dieu m'a donné un sorcier, il peut partir et qu'il me laisse l'autre que je viens de lui faire. J'ai fait ça comme ça, par l'ignorance. Philippe est la risée de sa famille depuis que son fils est né. Cette famille qui lui a carrément tourné le dos, prétestant que c'est un enfant serpent. Parce que si ce n'était pas dépendant de la maman, si c'est qu'on a jeté l'enfant comme ça, alors que beaucoup de gens me rencontrent avec, ce sont des gens à bas de ces gens qui me rencontrent avec l'enfant, qui m'ont orienté d'aller voir d'autres personnes comme ça là. Je ne vois pas sa face que c'est un enfant serpent ici là, que je vais rester avec mon enfant. Même si c'est un enfant serpent, il faut qu'il m'avale seulement avec lui. Qu'on passe seulement sur le marabout. Les marabouts travaillent sur lui, on lui jette. Quand je vois une maman porter un enfant malade comme ça pour entrer au champ, chercher de quoi manger, vraiment, j'ai tellement mal. J'ai tellement mal jusqu'à les mots me manquent. Parce que ça me blesse vraiment, en fait, ça me blesse. Titulaire d'un permis de conduire, le jeune homme coule les larmes de la souffrance. La souffrance de voir son fils et surtout son homonyme dans cet état. Il vous parle. Mon problème, mon souci dans le monde entier, c'est que je veux la guérison de mon enfant. Si mon enfant devait retrouver une jour à marcher, c'est là où je devais descendre au village, montrer ça à ma famille. C'est ça, parce qu'au village, ils ne pensent pas que j'ai un enfant qui est encore comme ça.
dans les soucis qu'il faut qu'on me laisse comme ça avec les malsens. Bon, moi, actuellement, avec l'enfant, c'est armé, c'est pour son guérison. Ou c'est Dieu qui a exaucé mon prière que j'ai pris chaque jour, je ne comprends rien dedans. Samedi Claire, la mère de l'enfant, elle aussi malade, parce que victime de la sinusite, vous tend les mains. Sa vie et celle de son unique garçon sont au rabais. Je veux qu'on me vienne en aide sur cet enfant-là. Que je veux voir que mon fils marche un jour comme ça. Là. Parce que tout le monde me dit seulement que parfois là, je reste à côté de mes voisines comme ça. On dit seulement que je pars loin avec mon enfant. Là. Que ça allait faire un genre, là, ça les dérange. Oui. Quand il mangeait, là, il vomissait. Après, on me dit tellement que ça donne les nausées aux gens que je parle loin avec lui. Là, je suis vraiment bloquée. Je suis vraiment bloquée avec l'enfant là. Je prie les hommes de bonne volonté, de bonne foi, surtout les chers, surtout les spectateurs, de voir vraiment le cas de cet enfant. Parce qu'on a tout dit sur cet enfant. J'ai vraiment très mal à la place de cette maman-là, en tant qu'une mère comme elle. Et voilà justement le cas de bébé Bonaventure. C'est un enfant né avec une malformation congénitale. Irène Tembe, bonsoir et bienvenue. Merci Flavien et bonne année. Merci, bonne année à vous également. Heureuse année 2021, on va le dire. Beaucoup de cas soldés. Beaucoup de cas résolus. Oui, cette année encore, les téléspectateurs auront la possibilité de découvrir les cas qui ont retrouvé la guérison. Et c'est d'ailleurs ce que nous vous proposons au cours de cette année 2021, même s'il y aura d'autres cas qui solliciteront beaucoup votre aide aussi au cours de cette année. Mais en 2020, il y a eu beaucoup de cas et beaucoup ont été également solutionnés. Merci. Alors, pour ce soir, il y a Bébé Christ qui a motivé d'ailleurs cette émission. Tout à fait. Et il y a déjà des contributions pour lui. Tout à fait. Avant d'entamer la lecture des différentes contributions de Bébé Bonaventure, nous allons d'abord faire une brèche sur les différentes contributions perçues tout au long de l'émission pour le cas de Bébé Chris. Maman Jeannette, 1000 francs, CK, 5000, Bienfaitrice, 5000, Kenya Eric Bébel, 2000, Famille Tuedem Cécile de la Belgique, 5000 francs, Maman Evelyne and Children of Yaoundé, 10 000 francs, Famille Chayo, 3000 francs, Bienfaiteur DDJC, 5000 francs, Ngeme Maya, 5000 francs, Amour Volontaire, 2000 francs, Epaulette Kenter, 1000 francs, Groupe for the Sake of Christ Family, 50 000, Madame Jantou et sa famille, 3000 francs, Un chrétien, 5 000 francs. Les Mireilles de Yaoundé, 45 000. Une chrétienne, 10 000. Une bienfaitrice de l'Orbesso, 10 000 francs. Bienfaiteur, 3 000. Bienfaiteur des États-Unis, 10 000 francs. Bienfaitrice, 2 000 francs. Camelo de Bolova, 2 000 francs. Goumela Ignace, 500 francs. Kwam Pauline du Gabon, 2500. Angou Akwan Yifebe, 1500. Mohamedou, 2000. Aimé, 2000. Ngodjel, 1000 francs. Berinou Toumé Samira, 3000 francs. Adrien Lekomo Imele, 5000 francs. Gilbert Gakemela, 20 000 francs. David Donan Gimfak, 5 000 francs. Sani Niasiri, 3 000 francs. Taga Kouzinou, 2 000 francs. Famille de Yaoundé, 15 000. Sibefu Tamwo, 5 000 francs. Poacha, 5 000 francs. Mouanfon, 1 000 francs. Le couple Tchawa, 2 000 francs. Mengue Raïssa, 2 500. Idriss Sunda, 500 francs. Antoinette Bétiadieu, 1 500. Rosalie Cogné, épouse Koué, 2 000 francs. Derek Michel Taguetakou, 2 000 francs. Chouton, 1 500. Mimboué, 2 000 francs. Janine Djouko, épouse Tete, 1 500. Bienfaitrice de Loum, 1 000 francs. Alain Zodé, 1 000 francs. Morissette Meigné, épouse Fokwen, 1 000 francs.
Alice Machobou, épouse Moifo, 5 000. Aline Mafopa, épouse Bouzeko, 1 000 francs. Famille Yongwadjo, 2 000. Joaquin Pélagie, 2 000. Amidou Mohamadou, 1 000 francs. Tepadem Kenny Charlie, 5 000 francs. Ngangue Kamhem Magua, président du GPS Association, 5 000 francs. Steve Ussil Joël Tobia, 1 000 francs. Sandrine Djankou, épouse Kenyé, 3 000 francs. Famille Tebeng depuis Yaoundé, 1 000 francs. Choko Gwe, 1 500. Edmond Ebaï de Kumba, 1 500. Vanel Laura de Bonabo, 1 000 francs. Famille Guadjo, 2 000. Bienfaitrice, 1 600. Seme Gibet de Loum, 1 500. Esther Pilake Nakpadjo, 2 500. Landry Fodjou Chioda, 1 000 francs. Joël Macho Anoko, 1 000 francs. Niagnich Luc René, 5 000 francs. Famille Kemonye, 10 000 francs. Austin Willy Nitedem, 2 000 francs. Zaché Hubert Chiwa, 2 000 francs. Ngifo Chafak Alex, 5 000 francs. Sidonie Kowak Wandi, 4 000 francs. Nathalie Linda Kene, 1 500. Francis Arnaud Tagne Fodwop, 1 000 francs. Adonis Florent Ninga Boula, 2 000 francs. Gérald Noël Zouedieu, 1 000 francs. Bruxelles Parfait Tamen Janda, 2 000 francs. Jacquino Botem Lobé, 1 000 francs. Géraldine Irène Yanda, 5 000 francs. Bernard Massiel Zefak Djoufak, 2 000 francs. Tatanwa Wilsman, 5 000 francs. André Moïko, 5 000 francs. Chouabé, 1 500. Françoise Massé, 10 000 francs. Mougwe Peggy Stella, 1 500. Delphine Makou, 1 000 francs. Chancel Langtouon Kam, 5 000 francs. Joseph Liessi, 1 500. Roger Gemnan, 3 000 francs. Jean Massia Chedou, 1 000 francs. Tamensa Lucas, 1 500. Alette Michel Magoukam, 5 000 francs. Éric Sylvain Diegam, 2 000 francs. Jacques Thierry Chokwatan, 2 000 francs. François Wokam, 1 000 francs. Alida Mapatala, 3 000 francs. Jean-Gaston Etémé, 1 000 francs. Famille Tala de Bertois, 5 000 francs. Habib Aurel Dongo, 1 000 francs. Agoa Martine Chaveli, 1 000 francs. Ayouk Fogno, 2 000 francs. Marina depuis Yaoundé, 1 500. Dorian Pabou, 500 francs. Francine Sona Kamdem, 1 000 francs. Stevie Laure Awako, 1 500. Nous avons un montant pour le cas de bébé Chris de 420 100 francs CFA. C'est juste pour ce soir, déjà, il faut le rappeler. Uniquement pendant l'émission, au cours de l'émission, que nous avons perçu ces différentes contributions et nous disons déjà merci. Merci à ces chers bienfaiteurs qui ont bien voulu répondre au cri de cœur de ces deux mamans, à savoir la grand-mère, la maman et surtout du médecin de bébé Chris. Nous vous disons déjà merci et nous vous demandons s'il vous plaît de continuer à mettre la machine de la solidarité en marche via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16 et bien vouloir préciser par message votre nom, le cas social pour lequel vous contribuez, le montant contribué. À la suite de ces contributions, il faut également rappeler que ce sont les seuls numéros habilités à recevoir, à percevoir les différents dons de l'émission. Oui. Alors, après Bébé Christ qui a motivé l'organisation de cette émission, il y a Bébé Bonaventure. Bébé Bonaventure, encore appelé entre guillemets enfant serpent. Les différentes contributions que nous avons perçues depuis la dernière émission du 24 décembre sont les suivantes. Famille Gouné, 5 000 francs. Bienfaitrice, 10 000 francs. Bienfaitrice du Canada, 10 000 francs. William, 5 000 francs. Germain Fankam, 5 000 francs. Amour du prochain, 2 000 francs. Kwedia Dieudonné, 750. Une mendiante de la santé, 5 000 francs. Groupe for the sake of Christ Family, 50 000 francs. Famille Kouachou Yankou de Bonamoussadi, 5 000 francs. Stéphane Duidje, 2 500. Famille Feu Djoyota Lydienne, 2 000 francs. Un chrétien, 5 000. Une bienfaitrice de l'Orbessou, 10 000. Maman Donfak Monique, 2 000 francs. Fopi Chofo Ebenezer, 5 000 francs. Nelly Edjan from Bengui, 1 000 francs. Flavien Dieudonné Djemeni, 2 000 francs. Famille Fauteng de Belgique, 10 000 francs. Kenfak Galamou Anisette, 500 francs. Tabola Jean-Jean, 3 500. Assomfak Aoundja, 2 000 francs. Bienfaiteur des États-Unis, 10 000 francs. Jean-René Gansop, 5 000 francs. Gladys de Douala, 500 francs. Razier, 1 000 francs.
nous avons un montant de 1 400 050 francs CFA. Il est à noter que pour le cas de bébé Bonaventure, nous avons le montant total des contributions s'élève à 1 400 050 francs CFA. Comme dépenses au cours de l'année 2020, 1 050 000 francs CFA. Actuellement, nous avons en caisse 350 050 francs CFA. À la suite de ces contributions, nous avons également les contributions de la jeune Daniela, âgée de 15 ans, paralysée dans un lit. Les différentes contributions perçues depuis le 24 décembre 2020 sont les suivantes. Elle vit de Yaoundé 5 000 francs, bienfaitrice de Noubel, quartier Bangwa, cordon rouge 50 000 francs, un bienfaiteur commerçant en Kouloulou 10 000 francs et Lunga Martin à Dizongue 2 000 francs, commerçant du marché Kouloulou Léonard 5 000 francs, Madame Diapou Anne quartier Bangwa 2 000 francs, une commerçante du marché Kouloulou 10 000 francs, un commerçant du marché Kouloulou 5 000 francs, un bienfaiteur de Koto 5 000 francs, famille Ngouné 5 000 francs, ancien 5 000 francs, bienfaiteur DDJC 1 000 francs, famille Tuendem Cécile de la Belgique 5 000 francs, Ma Honorine de Bahanté 5 000 francs, Wafo Chambeline 2 000 francs, famille Kouatou Yankou de Bonamoussadi 5 000 francs, famille Feu Dieu Yota Lydienne 2 000 francs, Stéphane Dudjé 2 500, un chrétien 5 000 francs, une bienfaitrice de l'Orbessou 10 000 francs, Jésus Sauve 3 000 francs, Nelly Edjan Frombengui 1 000 francs, famille Medjoussi 10 000, Gladys de Douala 500, Razier 1 000 francs. Nous avons pour le cas de la jeune Daniela un montant de 756 500 francs CFA. Eh bien, ce sont des deux cas que nous avons voulu vous présenter à la suite du cas de bébé Christ. Tout à fait. Ces deux cas ont déjà été diffusés sur ces antennes et ces cas sont déjà dans la phase de la prise en charge également, il faut le rappeler. Tout à fait. Pour ce qui est de bébé Bonaventure. La prise en charge est déjà avancée. Entre guillemets, bébé serpent. C'est un enfant que tout le monde a mis déjà au quartier. Pour ceux qui vont rendre visite à cet enfant à l'hôpital, chaque fois qu'il va pour des séances de kinésithérapie. Voilà. Alors, merci. Merci également à vous. Et à la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. D'accord. Allez, merci également à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette autre édition de Regard Social. Cédric Chouna, Théo Tchunke, Eric Watat, Marlise Minkoumou, Zéphirin Ngondi, Cédric Nding, Dani Warenze qui est le réalisateur de ce programme. Merci également à ce public qui a été nombreux pour cette première édition de l'année. Merci d'être venus ce soir également. Mesdames, Messieurs, je suis Flavien Dongo. Bonsoir.